Bienvenue dans la salle des monstres. Je vois que tu portes ton équipement de protection. C'est une bonne chose car pendant ta visite ici, ta sécurité n'est pas garantie. À chacun de tes pas, prends garde, car les monstres que tu verras sont les plus effrayants des contes japonais. S'ils ne te hantent pas pendant ta visite, ils hanteront tes rêves. Et laisse-moi te dire qu'aucun dessin animé n'aurait pu te préparer à ça. Je vois déjà le doute et la peur dans tes yeux. Alors commençons notre visite avant que tu ne perdes la petite lueur de courage qu'il te reste encore. Et quoi de mieux pour débuter que le Nopperabo ? Tu ne t'en rendras peut-être pas compte, mais il est heureux d'avoir de nouvelles victimes. Je veux dire des visiteurs. Le Nopperabo ressemble à s'y méprendre à un être humain ordinaire. Du coup, il peut se fondre facilement dans la foule. Mais les choses deviennent assez étranges lorsque tu te retrouves face à face avec lui, car il n'a pas de visage du tout. Sa tête est comme une boule lisse, mais le Nopperabo est tout à fait inoffensif. Il ne fait qu'effrayer les gens, c'est tout. Dans les légendes et les histoires, il le fait généralement en se faisant passer pour quelqu'un de familier auprès de ses victimes. Une fois qu'il a attiré leur attention, son visage s'efface, comme un dessin avec une gomme. Il ne reste plus que sa peau blanche et sans traits, sans yeux, sans nez, sans bouche. Ainsi, comme tu peux l'imaginer, sa véritable identité reste un mystère. L'une des histoires du Nopperabo concerne un pêcheur paresseux. Malgré les avertissements de sa femme, il part pêcher la carpe d'ornement dans un étang impérial et sacré. En chemin, il rencontre un autre pêcheur qui lui conseille également de ne pas y aller. Il n'en tient pas compte. Une fois arrivé à l'étang, une belle jeune femme le supplie de ne pas pêcher. Mais il ne l'écoute pas non plus. C'est alors qu'elle efface son visage. Lorsque le pêcheur se réfugie chez lui, effrayé, sa femme le réprimande pour sa faute et... Attention, spoiler! Elle efface son visage à son tour. En parlant de poissons et d'étangs, voici les kappas. Ne te fie pas à leur aspect amusant de mascotte, les kappas sont de dangereux monstres qu'il vaut mieux éviter. Ces créatures, souvent représentées comme des tortues humanoïdes, vivent près des lacs et des étangs, parfois dans les rivières. Les kappas font généralement la taille d'un enfant humain, mais ils sont bien plus forts qu'un homme adulte. La couleur de leur peau peut varier du vert au rouge vif, voire au bleu. En outre, ils sont souvent visqueux ou couverts d'écailles. Aussi unique que puisse être chaque kappa, ils ont tous une carapace de tortue sur le dos et une bouche qui ressemble à un bec. Leurs mains et leurs pieds sont palmés entre les orteils et les doigts. Mais le plus caractéristique dans leur apparence, c'est l'objet en forme de bol qui se trouve sur leur crâne. Ce bol est considéré comme la source du pouvoir et de la force vitale des kappas, et doit être rempli d'eau en permanence. S'ils renversent le bol ou l'abîment, les kappas s'affaiblissent considérablement et ne peuvent plus bouger. Les kappas sont connus pour leur malice. Bien qu'ils puissent se lier d'amitié avec les humains, il faut toujours les approcher avec prudence, car ils pourraient essayer de t'attirer dans l'eau pour te manger. Mais il est également possible qu'ils t'invitent à un combat de sumo. Sache qu'ils sont très doués dans ce domaine avant d'accepter ce défi. Et si tu te retrouves dans un match, voici un conseil de pro. Et je trouve un moyen de faire s'incliner le kappa de sorte à ce que toute l'eau de son bol se renverse. Si, après avoir gagné le match, tu remplis à nouveau son bol d'eau, la créature obéira à tous tes ordres. Regarde cette femme, elle semble dormir paisiblement, n'est-ce pas? Mais regarde d'un peu plus près. Tiens, qu'est-ce qu'il a, son cou? Le Rokurokubi a l'air d'une femme ordinaire pendant la journée, mais la nuit venue, une fois endormi, son cou s'étire jusqu'à atteindre une longueur incroyable et sa tête va se promener. Le Rokurokubi n'est pas moins effrayant que les autres créatures, mais il y a quelque chose qui le rend différent. Contrairement aux autres monstres, elle n'est pas née comme ça. C'était un être humain normal au départ, mais une malédiction l'a transformé à cause d'une mauvaise action ou d'un méfait. Et l'histoire est encore plus triste. En effet, le méfait en question n'est pas forcément le sien. Dans de nombreux CA, c'est le mari ou le père du Rokurokubi qui a mal agi, mais c'est elle qui en paie les conséquences, car la malédiction ne touche que les femmes. Si tu te dis que le Rokurokubi ne doit pas être si dangereux ni effrayant avec son histoire déchirante, tu as raison. Sa tête peut parfois attaquer de petits animaux. Elle peut aussi faire des farces aux gens qui la croisent, mais c'est à peu près tout. Ce qu'elle aime par-dessus tout lors de ses voyages nocturnes, c'est lécher l'huile des lampes avec sa longue langue. Et oui, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Le Nukekubi est la sœur du Rokurokubi.
C'est une version améliorée et bien plus effrayante de ce monstre paisible, un peu comme un Pokémon. Alors que la tête du Rokurokubi est toujours attachée à son cou, celle du Nukecubi peut se détacher et flotter loin de son corps. Mais le pire, c'est qu'il lui arrive d'être assoiffé de sang. C'est alors que sa tête commence à s'attaquer aux humains pour étancher sa soif. Cependant, elle n'est pas invincible. Si son corps est déplacé pendant qu'elle dort et que sa tête flotte encore quelque part, celle-ci ne pourra pas venir se rattacher et c'en sera fini d'elle. J'espère que ça te rassure un peu. Tu vois un rouleau de coton? Je vois un monstre qui peut mettre ta vie en danger. Dans les contes populaires japonais, en particulier dans le mythe du Tsukumogami, les objets inanimés reçoivent une âme et peuvent donc devenir vivants et conscients après avoir servi leur propriétaire pendant une centaine d'années. Bien qu'ils soient généralement inoffensifs, ils peuvent avoir tendance à jouer de petites tours aux gens qui les croisent. Mais il arrive aussi qu'ils se mettent en colère et cherchent à se venger. Si les gens les ont jetés ou ne les ont pas bien traités, ils peuvent s'unir et attaquer. L'Itanmomen est l'un de ces monstres objets. Ces draps longs et étroits qu'on utilise pour fabriquer des vêtements peuvent être aperçus volant dans le ciel nocturne. Ils sont souvent malveillants et attaquent les gens en s'enroulant autour de leur visage et de leur cou afin de les étrangler ou de les étouffer. Dans certains contes, il est dit que ces draps tourbillonnent et viennent s'enrouler autour des gens pour les emporter dans le ciel. Le rire du Joker te paraîtra plaisant en comparaison du rire de la Warriona. Il s'agit d'un monstre d'apparence féminine qui vit dans les montagnes. Malgré son aspect peu menaçant, sa rencontre risque de te causer quelques ennuis. Elle te sourira et commencera à se moquer de toi. Tu te rendras alors compte que son rire est quelque peu toxique et contagieux. Tu te mettras à rire à ton tour, et même si elle s'en va, tu continueras à rire jusqu'à en perdre le souffle et l'équilibre. Même si tu es assez fort pour résister à son rire, tu ne seras pas en sécurité. En effet, le simple fait d'entendre ce rire, quelle que soit la distance à laquelle elle ricane, suffira à te plonger dans la stupeur. Tu seras hanté par ce son agaçant et lancinant partout où tu iras, pour le reste de tes jours. Mais tous ceux qui traversent les montagnes ne la rencontrent pas. Il existe un moyen d'éviter la malédiction de son rire. En effet, elle n'apparaît aux gens que le 1er, le 9e et le 17e jour de chaque mois. Planifie donc ta randonnée en conséquence. On dirait qu'elles sortent de nos pires cauchemars. Il n'y a pas de preuve que ces bêtes existent, mais toutes les histoires terrifiantes à leur sujet, transmises de génération en génération, ont parfois l'air vraies. Quelle est ta préférée ? La première créature à laquelle tu penses, c'est probablement Bigfoot. Une créature immense aux traits de singe qui laisserait des traces de pas géantes qui donnent à penser aux habitants des zones nord-ouest du Pacifique qu'elle existe peut-être vraiment. Il existe d'autres légendes sur d'autres créatures. Comme la légende du monstre de Mogollon, parfois appelé le Bigfoot de l'Arizona. Cette créature mesurerait 2 mètres de haut et aurait des yeux rouges. Elle aurait été aperçue dans les environs du Mogollon Rim. On dit qu'elle est couverte de poils marron roux ou noirs, sauf son visage, son torse, ses pieds et ses mains. Elle reproduirait les bruits de la faune du coin, comme les cris des coyotes et les chants des oiseaux. On dit qu'elle explore les sites de camping dès que la nuit tombe. Elle construirait des nids avec des brindilles, des aiguilles de pin et des feuilles. Si tu es dans le coin et que quelqu'un que tu ne vois pas te jette des cailloux, ouais, c'est forcément le monstre du Mogollon. Cette créature serait omnivore. Elle se nourrit d'animaux et de plantes. On dit qu'elle préfère se déplacer la nuit à la recherche de proies innocentes dans les bois. Urayuli, une créature mythique de 3 mètres de haut qui se cacherait dans les bois du sud-ouest de l'Alaska. C'est une bête géante connue pour avoir des bras et des jambes extrêmement longs. La légende dit que ses bras dégingandés sont si grands qu'ils arriveraient aux chevilles. La créature serait recouverte d'une épaisse fourrure. La seule chose qui n'est pas couverte de poils que tu peux distinguer sur son visage sont ses yeux brillants. La légende dit que l'Urayuli utilise ses yeux lumineux pour hypnotiser ses proies. Mais nous ne sommes pas d'accord, puisque d'autres histoires affirment que l'Urayuli préfère manger du cerf et qu'il est inoffensif pour les humains. Selon certaines personnes, l'Urayuli est une sorte de Bigfoot. Wendigo. On dit que cette terrifiante créature se cache dans les forêts du nord du Canada et des États-Unis à la recherche de ses victimes.
Selon la légende, Wendigo était un chasseur qui s'est perdu un jour et le froid l'aurait transformé en une bête de 4 mètres, à la peau desséchée et tirée sur ses longs os pointus. Cette créature est apparue pour les premières fois dans des histoires au XXe siècle. Les habitants du coin affirment que la bête vit encore et qu'elle erre à travers la forêt à la recherche de personnes perdues qu'elle pourrait enlever. Le monstre du lac Worth, cette créature effrayante, moitié homme, moitié chèvre, est aussi appelé le monstre de l'île. On dit que c'est une bête de 2 mètres de haut si forte qu'elle peut balancer des pneus comme si c'était des jouets en plastique. Dans le pire des cas, elle apparaît dans le noir en sautant depuis les arbres sur le capot des voitures en mouvement. C'est comme ça qu'elle a été décrite par les premières personnes qui disent l'avoir aperçue. Le lac Worth se trouve à l'ouest de Dallas et à l'est du Fort Worth. Il y a une masse de terre au milieu de ce lac mystique, appelé Île de Greer. Selon la légende, c'est là que l'affreuse créature, aussi appelée Bigfoot de Fort Worth, habite. Et c'est là aussi que se rendent les curieux pour chercher des preuves de l'existence de la bête. Il se cache dans le noir avec ses yeux rouges. Il s'agit de l'homme papillon, une créature humanoïde aperçue dans les années 60 à Point Pleasant, en Virginie de l'Ouest. Une froide nuit de novembre 1966, 2 couples de jeunes disent avoir vu une grande créature grise avec des yeux rouges brillants. Elle ressemblait à un homme volant avec des ailes d'une envergure d'environ 3 mètres. Les 2 jours suivants, de plus en plus de personnes disent avoir vu la même créature. Plus tard, un biologiste de l'Université de la Virginie de l'Ouest a rapporté aux journaux que cette description correspondait à celle de la grue du Canada. Il s'agit d'un grand oiseau américain dont la taille correspond à celle d'un être humain. Son envergure est d'environ 2 mètres et il a des cercles rouges autour des yeux. Cet oiseau s'est probablement retrouvé hors de sa route de migration et a été à l'origine de ces histoires. Ou peut-être pas. Les Nightcrawlers de Fresno. Ils ne sont pas si grands que cela pour des monstres, environ 1,50 m. La partie haute de leur corps est plutôt petite. Ce sont leurs jambes qui sont longues. Ces créatures sont apparues 2 fois. La première fois, elles ont été vues à Fresno, en Californie. La deuxième fois, elles ont été aperçues au Yosemite National Park, toujours en Californie. On peut les voir les 2 fois dans des vidéos de piètre qualité. Impossible donc de donner des détails sur leur torse. Ce sont des créatures fines et blanches, sans bras. Du moins, on ne les voit pas. Elles ont des petits pieds qui ressemblent à des poteaux. Tu as déjà entendu parler du Slide Rock Bolter ? On dit qu'il se cache quelque part dans les montagnes du Colorado, plus précisément dans la montagne Tête de Lézard. C'est à peine plus au sud-ouest de Telluride. Il s'agit d'une sorte de léviathan qui vit dans la terre. Cette baleine de montagne observe attentivement son environnement avec ses yeux perçants depuis le sommet de la montagne. Elle s'accroche au sommet avec sa queue fourchue et pourvue de griffes. Lorsque quelque chose ou quelqu'un traverse son territoire, la créature lâche le sommet et se laisse glisser vers le bas de la montagne, avec sa bouche pleine de dents effilées grande ouverte. Elle gobe tout sur son passage. Les mineurs, les touristes et les agriculteurs. Elle glisse le long du flanc de la montagne et détruit toute la flore sur son passage. Du moins, c'est ce que dit la légende. Waouh, pour l'instant, c'est la créature qui me fait le plus peur. Altamaha. Quelque part dans le sud-est de la Géorgie, près de la bouche du fleuve Altamaha, se cache un monstre marin. C'est l'un des fleuves les plus importants de l'État. Il se jette dans l'océan Atlantique. Toute la zone environnante est composée de petites îles, canaux, digues, étangs, hectares de marécages et vieilles cultures de riz. C'est la cachette parfaite pour un monstre aquatique, non ? La légende raconte que ce cryptide aurait un corps d'esturgeon avec une crête osseuse sur le dos. Grâce à ses nageoires, cette créature nagerait comme un dauphin. Son museau ressemblerait à celui d'un crocodile. On dit qu'elle a de grandes dents pointues et des yeux globuleux. Elle serait verte ou grise avec le ventre blanc-jaune et mesurerait environ 9 mètres. Il n'y a aucune preuve concrète de l'existence de Altamaha, mais sa légende a des centaines d'années. À l'époque, on parlait d'une énorme créature ressemblant à un serpent qui sifflait et hurlait.
le monstre du Loch Ness. Nessie pour les amis. C'est à l'époque des Picts, une ancienne tribu écossaise, que la légende voit le jour. Elle se développe dans les années 1930, lorsque se termine la construction d'une route longeant le lac. En avril 1933, un couple remarque un grand animal qui ressemble à un monstre préhistorique ou à un dragon. La plupart des gens imaginent un plésiosaure, à savoir un dinosaure marin. La créature aurait traversé la route devant le couple et se serait rapidement cachée dans l'eau. Plus tard, la même année, certains chercheurs ont repéré de grandes traces de pas. Il s'agissait de traces appartenant à une créature solide d'environ 6 mètres de long avec des pieds mous. Des traces d'hippopotame ? De plus, les chercheurs ont montré que l'eau du lac n'était pas suffisamment riche pour nourrir un prédateur aussi grand. Il n'y a pas assez d'animaux. Mais la légende de cette créature mythique a survécu, et partout dans le monde, on se demande s'il n'y aurait pas effectivement quelque chose qui se cacherait au fond des eaux troubles du Loch Ness. Bonjour courageux visiteurs, et bienvenue à l'exposition de l'étrange. Attention, cette expérience va te donner froid dans le dos. Même Sabrina la sorcière aurait du mal à gérer ses émotions devant ces photos. Maintenant, si tu te sens prêt à emprunter le tunnel des bizarreries, allons-y. La première photo nous ramène à Belfast des années 1900. Elle montre 15 femmes qui travaillaient dans une fabrique de lin. Si tu calcules combien de mains ont 15 personnes, ça doit faire 30, n'est-ce pas ? Mais regarde bien la photo, et tu verras qu'il y a une main supplémentaire qui n'appartient à aucune des femmes présentes. Toutes les femmes se tiennent en rang, les bras croisés sur la poitrine et les mains repliées sous les bras. Il n'y a qu'une seule exception à cela, et c'est la femme de la deuxième rangée, qui a une main sur la hanche et l'autre sur le côté. La mystérieuse main en forme de griffe n'est ni la sienne, ni celle d'une autre femme proche d'elle. Elle est en fait posée sur l'épaule d'une femme de l'autre côté de la même rangée, et il n'y a personne d'autre à qui la main pourrait appartenir. Même si elle a un siècle, la photo est apparue pour la première fois sur Internet le 29 avril 2016. Elle a été envoyée à un site web par une femme nommée Linda, qui avait identifié la femme avec la main sur l'épaule comme étant sa grand-mère, Helen Donnelly. Mais elle n'a jamais précisé à qui appartenait la main. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'y a aucune preuve qui suggère que la photo ait été modifiée numériquement. Alors, d'où vient cette main orpheline ? Photoshop n'existait pas à l'époque, mais cela ne signifie pas que les photographes n'avaient pas les compétences nécessaires pour modifier leurs photos. Bien qu'il ne soit pas possible d'ajouter une main supplémentaire à une photo, il était sûrement possible de supprimer tout objet ou personne indésirable en les découpant simplement avec des ciseaux. Les photographes dessinaient ensuite au crayon ou au fusain ce qu'ils voulaient voir apparaître sur la photo. Ils pouvaient aussi combiner plusieurs négatifs pour créer une seule image. Il y a une autre réponse à la question de savoir d'où pourrait provenir cette main. Même si la photographie instantanée existait déjà dans les années 1900, certains photographes utilisaient encore la technique de l'exposition longue pour capturer le moment. Il est donc possible que pendant la prise de la photo, la femme à l'arrière ait d'abord placé ses mains sur Hélène, puis ait décidé de croiser les bras, ce qui fait que cette photo terrifiante est le résultat d'une longue exposition de l'appareil photo. Tu peux donc te rassurer en te disant que ce n'est pas la chose, la main de la famille Adams, qui a fait un photobombing. Sur notre deuxième photo, tu verras une jeune femme qui tient une apparition lumineuse entre ses mains. Cela pourrait presque faire croire que la magie existe. Désolé de te décevoir, mais il ne s'agit pas d'une sorte de Harry Potter. La femme sur la photo s'appelle Marthe Béraud, née en France et qui a plus tard changé son nom en Eva Carrière. Elle a vécu entre 1886 et 1943 et c'était une fausse médium. Elle prétendait avoir des capacités psychiques lui permettant de communiquer avec des gens de l'au-delà et de faire en sorte que leurs esprits se matérialisent pendant ses séances de spiritisme. À l'époque, ces imposteurs suivaient une procédure standard pendant leurs séances. Ils entraient dans un placard installé dans la pièce pour faire semblant de se concentrer. Puis, ils utilisaient leur pouvoir à plein régime pour générer de l'ectoplasme. Lorsqu'il n'est pas utilisé dans le contexte de la biologie cellulaire, l'ectoplasme est un terme faisant référence à une substance imaginaire qui sortirait du corps du médium.
Il pourrait alors prendre la forme d'un visage, d'une main ou même du corps entier de la personne que l'on rappelle à la vie. Eva Carrière était l'une de ces médiums malhonnêtes qui utilisaient du papier mâché et des visages découpés dans des magazines et des journaux pour fabriquer du faux ectoplasme. Cette photo d'elle, prise en 1912 par le chercheur en parapsychologie allemand Albert von Schrenck-Nossing, la montre en action pendant l'une de ses séances de spiritisme. Mais connaître toute l'histoire ne change rien au fait que cette photo peut te faire dresser les cheveux sur la tête. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est le fait qu'elle ait pu convaincre de grands noms comme Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de la série policière Sherlock Holmes, que c'était bien réel. Mais tu seras sans doute heureux d'apprendre qu'elle n'a pas pu tromper l'illusionniste et artiste de l'évasion Harry Houdini, qui, contrairement à Sir Arthur Conan Doyle, pensait que ses performances n'étaient rien d'autre que des tours de passe-passe. Ces chouettes sur notre troisième photo ne sont pas des chouettes de Poudlard qui t'apportent ta lettre d'admission. Cette photo a été prise dans les années 1920 devant la Manchester Grammar School, qui a été fondée en 1515 par un homme appelé Hugh Oldham. Et c'est à cause de lui que ces gens portent des costumes bizarres de chouettes tandis qu'ils défilent. Hugh Oldham est né à Manchester. Il n'était pas un érudit, bien qu'il ait fréquenté les universités d'Oxford et de Cambridge. Les frais de scolarité étaient moins chers à l'époque. Cependant, il était au service de la royauté et grâce à ses compétences administratives, il a été gratifié de titres importants. C'est ce qui l'a aidé à atteindre des postes élevés et à devenir une figure puissante et influente. Et grâce à ces nouvelles fonctions, il a pu amasser une grande richesse qu'il a ensuite utilisée pour financer l'école. La devise de l'école d'Oldham, qui est inscrite sur son blason, est la phrase latine « sapere aude », qui peut se traduire par « ose être sage ». Aujourd'hui encore, l'école a toujours cette devise. Pourtant, la chouette ne symbolise pas la sagesse comme on pourrait le penser. La chouette, sur le blason de la Manchester Grammar School, porte une bannière sur laquelle figure le mot « dom ». Si on le lit comme un rébus, on obtient « Oldham », qui est en fait une référence à Hugh Oldham. Lorsque tu regardes l'écusson de la ville d'Oldham, tu verras qu'il est très similaire à celui de l'école. Ce choix a été fait pour refléter la prononciation d'Oldham dans l'accent local qui se rapproche davantage de Oldham. Par conséquent, c'est pour rendre hommage à leur père fondateur que le symbole de l'école et de la ville est la chouette. Donc, sois rassuré, il ne se passe rien de sinistre ni d'effrayant sur cette photo. Que dirais-tu de quelque chose de plus léger après tous ces trucs ésotériques ? La quatrième photo représente un enfant innocent dont les yeux crient « Aide-moi ». Mais ne t'inquiète pas, celui qui le tient n'est pas le croque-mitaine. La chose sur laquelle il semble être assis est en fait sa mère. C'est ce qu'on appelle la photographie de la mère cachée, et c'était en fait très courant à l'époque victorienne. Dans les années 1840, la seule façon pour les gens de se faire photographier était d'utiliser un appareil photo daguerréotype qui était le premier appareil développé pour un usage commercial. Ces appareils avaient des temps d'exposition allant de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes. Il fallait donc rester parfaitement immobile pendant tout ce temps pour obtenir une photo nette. Mais comme tu peux l'imaginer, il n'est pas facile pour un enfant de rester immobile pendant une si longue période. Et tu ne peux pas non plus dire « prends la pause » à un bébé. C'est donc la raison pour laquelle la technique de la mère cachée est née. Les enfants étaient photographiés en présence de leur mère, mais cette dernière devait être cachée dans le cadre. Pour y parvenir, elle se tenait souvent derrière des rideaux, sous un manteau ou une couverture, ou faisait office de chaise. Parfois, les photographes retiraient aussi les parties des photos où la mère était visible. Déjà à l'époque, les mères devaient se plier en quatre pour leurs enfants. Certaines des photos se sont avérées plutôt réussies, mais d'autres ont fini par avoir un aspect cauchemardesque. Cette pratique a continué à être utilisée jusque dans les années 1920. Mais comme les appareils photos sont devenus plus rapides, les mères n'avaient plus besoin de se cacher. Du moins, jusqu'à ce que le photobombing devienne à la mode. Bien que tout le monde se rassemble, je vais vous parler du Manananggal, une charmante créature mythique du folklore philippin. On la décrit souvent comme une femme qui aime dévorer les femmes enceintes endormies. Mais accrochez-vous bien. Pendant la journée, elle est toute pimpante et a l'air d'une vraie poupée. À la nuit tombée, toutefois, elle dissocie son buste de ses jambes et déploie ses grandes ailes de chauve-souris pour s'envoler dans l'obscurité à la recherche de victimes. Et elle ne s'arrête pas aux femmes enceintes, non. Elle se sert parfois de sa beauté pour égarer les hommes
et les emmener dans sa cachette secrète, où elle se régale de leur cœur, de leurs intestins et autres organes internes toute la nuit. Si vous rencontrez un jour le Manananggal et que vous voulez l'empêcher de rattacher son corps avant le lever du soleil, il vous suffira de saupoudrer ses jambes de sel, de cendre ou d'ail écrasé. Plutôt facile. Alors gardez un œil sur cette merveille et n'oubliez pas vos gousses d'ail. Maintenant, écoutez ça. Il existe dans le folklore allemand une créature assez dingue, l'Alpe. En gros, c'est un vampire mélangé à un incube, et il porte un chapeau génial appelé le Tarnkap, qui lui donne toutes sortes de pouvoirs. Ce type s'attaque aux femmes la nuit en troublant leurs rêves. Il aime le lait maternel et suce le sang des hommes et des enfants. L'Alpe peut se transformer en toutes sortes de choses, en chat, en cochon, en chien, en serpent et même en papillon. Il a aussi un mauvais œil qui porte malheur et rend malade. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous protéger en cachant un manche à balai sous votre oreiller, en orientant vos chaussures vers la porte, en accrochant des fers à cheval au montant de votre lit ou en plaçant un miroir sur votre poitrine. Et si rien ne marche, laissez la lumière allumée toute la nuit et mettez-lui un citron dans la bouche si vous le surprenez en train de faire la sieste pendant la journée. Voici le Pontianak, un fantôme effrayant du folklore malaisien. La légende raconte qu'il s'agit d'une femme qui serait décédée en couche et qu'elle voudrait maintenant se venger. Mais ce n'est pas un fantôme comme les autres. Elle a de longs cheveux noirs, des ongles pointus et une robe blanche tachée de sang. Et attention, car c'est aussi un maître du déguisement. Elle peut se transformer en une véritable beauté pour attirer ses proies avant de leur arracher les entrailles. Si vous sortez la nuit et que vous entendez des cris de bébé ou des rires féminins, méfiez-vous. C'est peut-être le Pontianak qui vient vous chercher. Et si tout est silencieux, c'est peut-être qu'elle est juste au coin de la rue. Alors restez vigilants et ne vous laissez pas séduire par des femmes trop belles. Saviez-vous que selon la légende irlandaise, chaque famille a sa propre banshee? Apparemment, cette créature pousse un cri perçant lorsque l'un des membres de la famille est sur le point de mourir. Pas très subtil comme avertissement. Mais ne vous laissez pas tromper par ce cri sinistre. Cette banshee est réputée être d'une beauté à couper le souffle, avec ses longs cheveux flottants et des yeux cramoisis à force de pleurer. On dit aussi qu'elle porte un châle gris sur ses vêtements verts. À la fois élégante et effrayante. Pourquoi pas? Certains disent même que la banshee peut se transformer en une douce jeune fille qui prédit le funeste destin de la famille en chantant « Hé, hé, hé !» Et si cela ne suffit pas à vous donner la chair de poule, on l'aurait aussi aperçue la nuit, recroquevillée dans les bois et pleurant à chaudes larmes. Une vraie fêtarde, n'est-ce pas? Alors la prochaine fois que vous entendrez un cri à vous glacer le sang au milieu de la nuit, n'oubliez pas que c'est peut-être la banshee de votre quartier qui passe par là. Je vais maintenant vous parler du Kalupilwit. Cette créature est le croque-mitaine de l'Arctique. Elle vit près de la banquise et a la réputation d'attraper les enfants qui s'approchent trop près de l'eau. Mais ne vous inquiétez pas. Ce mythe n'existe que pour la sécurité des petits. L'aspect de cette créature varie d'une histoire à l'autre, mais il y a quelques points communs. Sa peau est verte et visqueuse, ses cheveux et ses ongles sont longs. Ses mains sont palmées et elle porte une doudoune en plume d'eider. Et attention à ses nageoires, l'une d'elles émet un son qui vous paralysera. Mais n'ayez crainte, vous pourrez vous en sortir. Des chasseurs inuits astucieux ont compris que s'ils demandaient au Kalupilwit de se transformer en phoque ou en baleine, ils pouvaient facilement en venir à bout et ramener une prise savoureuse à la maison. Miam. Certaines histoires racontent que ces créatures utilisent les enfants kidnappés pour prendre soin de leurs magnifiques cheveux. Un peu d'après-shampoing. D'autres disent que les enfants sont simplement dévorés ou servent de carburant à la jeunesse Kalupilwit. Mais voici une piquante anecdote. Il était une fois une grand-mère qui ne pouvait pas nourrir son petit-fils et qui demanda à un Kalupilwit de l'emmener. Les problèmes économiques de la tribu, une fois réglés, un jeune couple partit à la rescousse du petit garçon. Ils le trouvèrent attaché à des algues, mais chaque fois qu'il s'en approchait, le Kalupilwit le ramenait sous l'eau. Ils attendirent donc le lever du soleil pour le détacher. Les Kalupilwits sont peut-être effrayants, mais ils veillent bien sur les enfants. Et qui sait, peut-être vous donneront-ils des conseils pour vos soins capillaires. Voici maintenant le monstre chevalin le plus effrayant de toute l'Écosse. Le Nukelave ou Nukalave.
Ce méchant garçon a un corps sans peau, une tête 10 fois plus grosse que celle d'un humain, et son haleine empoisonnée détruit les animaux et les récoltes. Il possède également des pouvoirs maléfiques qui peuvent semer le chaos dans toutes les îles. Mais n'ayez crainte, il existe une créature connue sous le nom de Meter of the Sea, qui peut contrôler cette bête terrifiante pendant les mois d'été. Le Nukelavie trouve ses racines dans le folklore nordique et orcadien et a été documenté pour la première fois au XVIe siècle par le mystérieux Joe Ben à l'aide de manuscrits latins. Ernest Marwick, écrivain et folkloriste orcadien, pense que cette créature marine maléfique est similaire au Nauk norvégien, au Nuggle des Shetland et au Kelpie métamorphe, ou Kelpido. Alors, si vous vous promenez en Écosse et que vous rencontrez ce type effrayant, n'oubliez pas de faire appel à la Meter of the Sea. Ce gars-là est le Sud-Africain Tokoloshi. Il ressemble à un gremlin, mais crois-moi, il est bien plus méchant. Apparemment, les sorcières et les chamans peuvent l'invoquer grâce à leur pouvoir magique, mais il existe des moyens de contrôler ce fauteur de troubles. L'un d'entre eux consiste à lui donner du lait caillé. Apparemment, c'est ce qu'il préfère, et à lui dégager la frange. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez faire appel à un sorcier qui utilisera sa bonne vieille magie pour l'exorciser. Dans le folklore sud-africain, le Tokolosh peut se rendre pratiquement invisible en suçant un galet. Alors si vous voulez l'éloigner de chez vous, répandez du sel béni, aussi appelé sel de Tokolosh, sur les cadres de portes et les rebords des fenêtres. Ou, pour plus de prudence, mettez des briques sous les pieds de votre lit. Mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai? Avez-vous déjà entendu parler de la chimère? Un véritable monstre. Cette femelle hybride qui crache du feu est composée de toutes sortes de parties animales. Son corps ressemble à celui d'un lion, sa tête à celle d'une chèvre, et sa queue se termine par une tête de serpent. Selon la mythologie grecque, la chimère est l'enfant de Typhon et d'Échidna, et la sœur de Cerbère et de l'hydre de Lerne. Une belle petite famille, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, notre héros Bellérophon a réglé le problème. Le roi de Lycie l'envoya combattre la redoutable chimère. Et Bellérophon était un grand héros dont les monstres avaient très peur. La chimère n'était pas de taille pour notre ami et son fidèle Pégase. Même si le roi espérait secrètement que la chimère prenne le dessus sur Bellérophon, la justice l'a emporté et elle fut finalement vaincue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Imagine une succession de labyrinthes sombres, profondément enfouis sous terre. Ils regorgent de périls cachés et de découvertes inattendues. Attrape ta lampe torche et laisse-nous t'emmener à la découverte des grottes les plus effrayantes jamais visitées par l'homme. La première destination sur notre liste est Cathedral Caverns, en Alabama. À l'origine, cet endroit s'appelait Batcave, mais il a été rebaptisé en raison de son aspect, et suite à une plainte de Bruce Wayne. En l'approchant, on ne peut s'empêcher de remarquer son immense entrée de 38 mètres de large et de 8 mètres de haut. Mais cette arche grandiose n'est pour aucune entrée en matière. À l'intérieur de la grotte se trouvent certaines des plus belles formations que la nature ait jamais créées. L'une des plus célèbres d'entre elles est probablement Goliath, une stalagmite géante de 14 mètres de hauteur pour une circonférence de 74 mètres. Parmi les autres sites étonnants à visiter, citons un homme des cavernes en équilibre au sommet d'une coulée minérale, une chute d'eau gelée et une véritable forêt de hautes stalagmites. Tu es probablement curieux de savoir comment un endroit aussi fascinant a pu se retrouver sur la liste des grottes les plus effrayantes au monde. Le truc, c'est que la taille exacte de cette grotte nous est encore inconnue, et seuls 3 km environ sont cartographiés et ouverts au public. Mais la grotte peut se montrer traîtresse de temps à autre, et c'est ce qu'elle fait. Par exemple, les producteurs du film de science-fiction de 1984, What Waits Below, ont tourné de nombreuses scènes dans Cathedral Caverns. Mais pendant le tournage, 17 acteurs et membres de l'équipe ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et ont dû être immédiatement amenés à l'hôpital, évitant de justesse des conséquences tragiques. Mais poursuivons notre chemin jusqu'à Moaning Caverns, soit la caverne qui gémit, en Californie. Ce qui la rend particulièrement effrayante, c'est l'étrange son de respiration qui s'en dégage. Il est produit par l'écoulement de l'eau au travers d'ouvertures en forme de bouteille à la base de la grotte. Si une personne ignorant la nature de ce souffle s'en approche, cette inquiétante respiration pourrait bien l'inciter à s'éloigner au plus vite. En revanche, ces gémissements ont pu susciter la curiosité de quelques aventuriers. Et généralement,
cela ne s'est pas très bien terminé pour eux. Des chercheurs ont retrouvé les restes de plus d'une centaine d'hommes préhistoriques tombés dans le gouffre de la grotte il y a environ 13 000 ans. Aujourd'hui, il est possible de faire le tour de la grotte, mais pas plus profondément qu'à 50 mètres depuis l'entrée du gouffre. Si tu te sens particulièrement audacieux, tu peux descendre en rappel. Mais il te faudra quand même ressortir en empruntant un escalier de fer forgé à l'allure gothique. Attention à ne pas glisser, ça ferait une sacrée chute. La prochaine grotte que nous allons visiter porte le nom inquiétant de Hell Hole, et elle se trouve en Virginie occidentale. Elle est suffisamment connue pour avoir inspiré quelques films d'horreur. En dépit de son nom, l'endroit est plutôt frais, mais pas moins effrayant pour autant. La température moyenne à l'intérieur de la grotte est d'environ 8 degrés, ce qui en fait un habitat idéal pour une grande variété de chauves-souris et d'autres créatures cavernicoles moins communes. À vrai dire, en hiver, la grotte abrite environ la moitié de la population mondiale des chauves-souris, dites oreillards de Townsend. Ces créatures sont en danger critique d'extinction et extrêmement vulnérables. Mais cela n'empêchera pas un frisson de te parcourir l'échine lorsque tu verras une nuée de 20 000 chauves-souris criant et battant des ailes. Bell Witch Cave est une formation relativement petite située dans le Tennessee. Et malgré son apparence anodine, elle sert de point de départ à une histoire tout aussi fantastique que proprement terrifiante. Selon la légende, au début du XIIe siècle, une famille de fermiers locaux a subi les méfaits d'un fantôme. Celui-ci faisait beaucoup de bruit la nuit, arrachait les draps des lits et s'en prenait même aux fermiers ainsi qu'aux membres de sa famille. En bout de compte, le fermier a fini par mourir et une fiole contenant un mystérieux liquide noir a été retrouvée à côté de lui. Certaines personnes ont alors cru que le fantôme était parvenu à l'empoisonner d'une manière ou d'une autre. Peu après, l'esprit s'est désintéressé de la famille du fermier. Les habitants de la région se sont alors persuadés que le fantôme était retourné dans une grotte tout près de la ferme. Ils croyaient également que cet être surnaturel avait juré de revenir quand le temps serait venu. Aujourd'hui encore, les habitants de la région font état d'événements étranges survenus autour de la grotte. Ils sont prêts à jurer que ceux-ci sont liés aux fantômes qui narguaient autrefois cette famille. On parie que, quel que soit ton degré de scepticisme, cette grotte te fichera la chair de poule. Et voici Wind Cave, la grotte du vent, dans le Dakota du Sud. À première vue, cette caverne n'a rien d'effrayant. Pas de nuée de chauves-souris en effervescence, pas de vestiges anciens ou de gaz toxiques. Mais la grotte abrite une caractéristique géologique très rare, qui tend à faire froid dans le dos. Nulle part ailleurs dans le monde tu ne trouveras un réseau aussi étendu de filonnettes de calcite en relief, ou boxwork. Comment Wind Cave a-t-elle pu créer les conditions parfaites à l'émergence de ces veines de calcite? C'est encore un mystère. Mais ce que l'on remarque, c'est que ces veines ressemblent un peu trop à une gigantesque toile d'araignée. Même s'il ne s'agit que d'une anomalie géologique, il est difficile de regarder ce réseau sans imaginer des milliers d'araignées des cavernes se faufilant le long de ces minces fils de minéraux durcis. Laisse-nous maintenant t'emmener dans un endroit qui semble hors du commun. Il n'y a rien de mystérieux ou de dangereux dans ce lieu, mais il est assez unique en son genre. La vie à l'intérieur de cette grotte s'est trouvée isolée du monde extérieur pendant environ 5,5 millions d'années. Et cela se voit. Rends-toi compte par toi-même. En raison de cet isolement prolongé, les conditions à l'intérieur de la grotte de Moville sont telles qu'elles n'existent nulle part ailleurs dans le monde. En dépit du manque de lumière à l'intérieur de la grotte et de la toxicité de l'air environnant, un écosystème unique y prospère. Cette grotte est située à quelques kilomètres à l'ouest de la mer Noire, en Roumanie, et a été découverte pour la première fois en 1968. Aujourd'hui, on ne peut la visiter qu'avec une autorisation spéciale. Mais même si tu t'en procurais une, les cavernes centrales sont naturellement protégées par des tunnels calcaires très étroits et des puits abrupts. Les personnes souffrant de claustrophobie ne devraient donc en aucun cas pénétrer dans cet endroit. Au fond de la grotte, l'air contient 2 fois moins d'oxygène que l'air extérieur. Il recèle en revanche beaucoup de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène, ce qui signifie que c'est loin d'être l'air le plus frais que l'on puisse respirer. Il fait également nuit noire à l'intérieur de la grotte. Mais malgré, ou plutôt grâce à ce cocktail de conditions extrêmement difficiles, le site est une véritable mine d'or pour les biologistes.
la vie semble y battre son plein. Dans une étude réalisée en 1996, les scientifiques ont identifié 48 espèces vivant dans la grotte. 33 d'entre elles étaient uniques à celle-ci. La plupart des créatures qui y résident sont minuscules. Elles disposent de longs membres et d'antennes qui les aident à se repérer dans les ténèbres. Elles sont complètement aveugles et dépourvues de pigmentation. Ce qui semble logique. Quel besoin y a-t-il de voir quand on vit dans l'obscurité totale? Et à quoi bon se parer de couleurs chatoyantes si personne ne peut nous voir? Maintenant, prépare-toi à explorer une autre grotte, tout aussi époustouflante mais d'un genre très différent. Il s'agit de la Cueva de los Cristales, ou Grotte des Cristaux, au Mexique. 16 cristaux massifs ont été découverts en l'an 2000 par une compagnie minière, après que toute l'eau ait été pompée hors de la grotte. 2 mineurs ont alors pénétré à pied dans la caverne asséchée et ont vu ces cristaux. Ces formations impressionnantes sont en fait d'énormes piliers de gypse cachés à 300 mètres sous terre. Les scientifiques estiment que ces cristaux pourraient avoir poussé pendant près d'un demi-million d'années. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont si longs et si larges qu'on peut carrément les traverser à pied. Malheureusement, il est impossible de visiter cette merveille de la nature pour le moment. Mais c'est peut-être mieux ainsi, car la grotte des cristaux est un endroit dangereux, qui peut facilement se transformer en piège. Pendant des dizaines de milliers d'années, elle a été remplie d'eau souterraine qui, à l'origine, était poussée vers le haut dans l'ouverture par une chambre magmatique située dans les profondeurs de notre planète. Le magma présent sous la grotte maintenait l'eau chaude, mais la température de celle-ci a fini par descendre en dessous de 58 degrés. En conséquence, l'eau a commencé à se remplir de calcium et de sulfate, dont les particules ont fini par se recombiner pour former du gypse. C'est alors que des cristaux de couleur blanche ont envahi la grotte, et comme ils sont restés sous l'eau, ils ont pu continuer à croître. L'avenue des Baobabs est probablement la plus incroyable et la plus surréaliste au monde. Pour la voir, direction Madagascar. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose de grande taille que tu puisses y trouver, puisque cette île abrite aussi d'énormes papillons comètes. Leur envergure est immense, jusqu'à 20 cm, donc tu pourras les repérer facilement. Wakachina est une véritable oasis au milieu d'un désert, avec un tas de clubs et de bars. Une activité amusante que tu peux y pratiquer est le sandboard. Assure-toi d'avoir des lunettes de protection et la bouche bien fermée. Le tunnel de l'amour à Klevan, en Ukraine, est entièrement recouvert de plantes. Certains couples croient que s'ils traversent ensemble ce tunnel de 4 km de long, leur rêve pourrait se réaliser. Mais fais attention à ce que tu souhaites, des trains passent par ce tunnel 3 fois par jour. Les Dark Hedges, en Irlande du Nord, ont un aspect un peu effrayant, notamment à cause de la légende qui entoure cette allée. Les habitants racontent qu'elle est hantée par un fantôme appelé la Dame Grise. Au fait, devine quelle série a été filmée ici. Dans le nord du Portugal, il y a une merveilleuse maison qui ressemble à un bâtiment préhistorique, presque comme une grotte, mais c'est une vraie maison. Elle s'appelle Casa do Penedo, ce qui signifie littéralement « maison du rocher », et c'est désormais un petit musée. De loin, elle ressemble à une énorme pierre et à une parfaite demeure pour une créature mystérieuse. Une autre de ces demeures se trouve en Italie, quelque part au milieu du lac de Resia. C'est un lac artificiel créé à la suite d'une inondation. Cet endroit est célèbre pour son église du XIVe siècle qui se dresse au beau milieu de l'eau. Et le seul moment où tu peux y aller à pied est en hiver, quand, et si, le lac est gelé. Un lac sur lequel tu peux marcher sans crainte est le lac Baïkal. Pas étonnant, situé au cœur de la Sibérie, il gèle chaque hiver. Il est si grand qu'il compte 27 îles. C'est aussi le lac le plus profond du monde, il atteint presque 1640 mètres de profondeur. En route vers des sources chaudes maintenant. Grand Prismatic Spring, dans le Wyoming, est la plus grande source des États-Unis et la 3e plus grande source d'eau de ce type dans le monde. Ne t'avise pas de t'y baigner, non seulement l'eau est bouillante, mais tu risques aussi de devoir payer une amende. Profites-en en toute sécurité depuis la rive. Le Mont-Saint-Michel en Normandie est une destination de contes de fées par excellence, si tu as toujours voulu te sentir dans la peau d'un prince ou d'une princesse. Cette magnifique citadelle est entourée d'eau, mais pas tout le temps. Tout dépend de la lune. La marée la plus haute peut être observée de 36 à 48 heures après la pleine lune. La plupart du temps, ce n'est qu'une vaste zone déserte avec quelques flaques d'eau.
Un ciel nocturne avec des milliers d'étoiles est certes très romantique, mais une mer d'étoiles l'est probablement encore plus. Bienvenue aux Maldives, sur l'île de Vadou. Là, les plages scintillent de bleu la nuit, grâce au plancton bioluminescent présent dans l'eau de mer. Si les étoiles ne t'intéressent pas tant que ça, tu préfères peut-être un ciel rempli de ballons. La Cappadoce, une région de Turquie, est à l'origine célèbre pour ses incroyables formations rocheuses, mais elle attire aussi les visiteurs grâce à la merveilleuse expérience qu'elle offre en montgolfière. Pour ceux qui ont toujours voulu marcher sur les nuages quand ils regardent par la fenêtre d'un avion, bonne nouvelle, tu peux le faire en Bolivie. Ce n'est pas un nuage au sens propre, mais un très grand lac salé. Il s'appelle Salar de Uyuni et il reflète le ciel pendant la saison des pluies, créant cette illusion d'infini et de marcher sur le ciel. En Colombie, n'oublie pas de visiter le sanctuaire de Las Lajas. Pour y arriver, tu devras traverser un pont qui semble être suspendu en l'air, avec de l'eau qui coule très rapidement en dessous. Nous voilà de retour en France, à Colmar exactement, en Alsace. Regarde ces maisons, des façades colorées en bois, des canaux tout fleuris, des rues pavées, n'est-ce pas magnifique ? L'Allemagne est pleine de villes avec des petites maisons qui semblent faites en pain d'épices, et Rothenburg ob der Tauber ne fait pas exception. C'est une ville médiévale presque entièrement préservée, avec des dizaines de façades multicolores et d'authentiques tavernes. Elle est particulièrement magique en hiver, avec ses toits recouverts de neige et ses marchés de Noël illuminés. En Islande, de nombreuses maisons ont des toits en herbe. Ces habitations sont appelées turf houses et l'herbe qui les recouvre a de multiples fonctions. Elle ne sert pas seulement à décorer, mais aussi à protéger les maisons des fortes pluies. L'herbe pousse dans les fondations faites de pierres de lave et doit être régulièrement taillée. Au Costa Rica, sur l'île d'El Caño, il y a un ensemble d'environ 300 pierres sphériques de différentes tailles. Les locaux les appellent las bolas, ce qui signifie tout simplement les boules. Ces pierres ont une forme presque parfaitement ronde. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Elles sont faites de différents matériaux, gabbro, calcaire et grès. On pense qu'elles ont été alignées devant les maisons des chefs. Personne ne sait avec certitude d'où viennent ces boules, mais certains mythes prétendent qu'elles proviennent de l'Atlantide. Le Salto Ángel, au Venezuela, est un endroit paradisiaque. C'est la plus grande chute d'eau ininterrompue du monde. Bien plus haute que les chutes du Niagara. L'eau tombe en cascade et une grande partie s'évapore en descendant, ce qui crée l'illusion de ces beaux nuages. Si tu aimes les choses qui brillent, visite la grotte des cristaux au Mexique. Tu ne peux le faire que sous la supervision d'un professionnel, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a de fortes chances que tu n'aies jamais vu un cristal qui fasse 2 fois ta taille. Au Maroc, il y a une ville appelée Chefchaouen, où la couleur dominante est le bleu ciel. Pas bleu foncé ni turquoise, la plupart des habitations de cette ville sont peintes dans la plus belle nuance de bleu qui soit. L'endroit n'est pas facile d'accès, il est situé dans les montagnes du Rif. Un autre endroit très bleu est l'île grecque de Santorin, qui est probablement un peu plus facile d'accès. Les habitations sont peintes en blanc, mais presque tous les toits sont d'un bleu vif. La peinture blanche sert à réfléchir la chaleur et à faire de belles photos sur Instagram. En Slovénie, n'oublie pas de visiter l'un des endroits les plus spectaculaires du monde, le lac de Bled. La couleur est vraiment bleu marine, pas de Photoshop ici. En plein milieu du lac se trouve même une petite île avec un château et quelques habitations. Pour rendre le voyage encore plus agréable, goûte un morceau de gâteau à la crème de Bled cuit selon une recette secrète. Quand tu verras une photo du lac Moraine au Canada, tu croiras probablement qu'elle a été photoshopée ou peinte par un artiste professionnel. Mais cet endroit est réel. Il combine une myriade de nuances de bleu, si belles que tu n'en croiras pas tes yeux. Bagan, la mystérieuse cité de Birmanie, a tous les ingrédients pour être un décor de conte de fées. Végétation exotique, paysages montagneux embrumés et nombreux temples que tu peux visiter à vélo ou survoler en montgolfière. Les Philippines recèlent de multiples trésors, mais certaines plages sont vraiment incontournables. La plage cachée d'El Nido est un endroit parfait pour profiter d'une relative tranquillité. La plage est protégée des bateaux et des conditions météorologiques indésirables par des criques de calcaire. Dans la région italienne de la Ligurie, il y a des dizaines de magnifiques plages que tu n'oublieras jamais. Le golfe des Poètes à Porto Venere est l'une d'entre elles. La plage est située au pied d'une falaise et il y a aussi des grottes sous-marines dans lesquelles tu peux te baigner. Elle s'appelle ainsi parce que la légende prétend que Lord Byron y aurait trouvé son inspiration en traversant la baie à la nage à la recherche de sa muse.
La région des Cinque Terre est aussi en Ligurie et n'est pas très loin. Alors si tu as toujours voulu voir ces fonds d'écran, falaises et mer d'Italie en vrai, n'hésite pas. La légende raconte que les marins peignaient leurs maisons avec des couleurs vives pour trouver plus facilement le chemin du retour. L'île de Skye, en Écosse, pourrait être un décor parfait pour une série historique sur les chevaliers. Il y a probablement aussi des fées dans les Fairy Pools et les Fairy Glens. Le must à voir ici est le Old Man of Storr, une colline qui combine des parois rocheuses et escarpées. Pas de légende ici, mais c'est l'un des paysages les plus évocateurs et les plus photographiés de notre planète. À première vue, si tu regardes ce pont depuis la Terre, il ne semblera être qu'un pont de pierre, mais son principal secret se dévoile depuis l'eau. Le reflet du pont forme un cercle parfait qui ressemble à une sorte de portail vers un monde sous-marin caché. Il est situé en Saxe, à quelques kilomètres de Berlin et de Dresde. Tu réchauffes des nouilles instantanées quand soudain tu entends quelque chose à l'extérieur. Tu l'ignores pendant un moment mais le bruit devient plus fort. Et puis une grosse détonation se fait entendre. Tu te lèves et tu te diriges vers l'extérieur avec une lampe de poche. Tu remarques que ta poubelle est renversée et que des restes de nourriture sont éparpillés sur le sol. Comme tu es près d'une forêt, il y a de fortes chances que des ratons laveurs curieux et affamés aient fouillé dans ta poubelle à la recherche d'un repas. Tu remets la poubelle en place et tu retournes à l'intérieur. Et oups, tes nouilles instantanées ne sont plus bonnes. Oh non, elles sont trop cuites. C'est enfin le moment d'aller au lit. Tu montes à l'étage, tu te réfugies dans tes épaisses couvertures et tu éteins les lumières. Alors que tu t'apprêtes à monter dans le train direction Dodoland, tu commences à entendre des grincements et des craquements. Tout doucement, tu ouvres les yeux sur les dangers potentiels qui t'entourent. Ton esprit commence à imaginer toutes sortes de scènes dans ta tête où tu te retrouves à chaque fois au fond du lac. Tu entends à nouveau des craquements inhabituels, mais cette fois-ci, ils proviennent d'autres endroits de la maison. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le béton, le métal et le bois de la maison réagissent au changement de température et même d'humidité. Le métal se dilate pendant la journée lorsque le soleil est au zénith. Mais après le coucher du soleil, le métal se détend et reprend sa taille normale. On peut aussi dire la même chose du bois et du béton, mais à des niveaux différents. Donc le fait que cela se passe dans toute la maison signifie simplement que celle-ci réagit à de nombreux changements. Oui, tu peux retourner te coucher. Mais au milieu de la nuit, tu te lèves pour te servir un verre d'eau. En descendant, tu loupes une marche et tu manques de dégringoler. Mais tu te ressaisis. Tu bois ton eau et tu tentes de te rendormir. Mais cette fois, tu entends ce qui ressemble au bruit de quelqu'un qui frappe un tuyau métallique. Oh, tu n'en veux plus et tu te lèves pour partir voir ce qui se passe. Tu vérifies tout l'étage supérieur où tu dors jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la salle de bain. Tu entres à l'intérieur et devine quoi ? Le bruit vient des tuyaux eux-mêmes. Parfois, s'ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps, on peut entendre des sons étranges. Cela est dû à des tuyaux desserrés qui doivent être renforcés ou à un débit d'eau irrégulier. Une chose est sûre, tu te promets d'appeler un plombier le lendemain matin. Te voilà de retour dans ton lit, prêt à t'endormir pour de bon cette fois. Tu commences à te laisser bercer par les doux sons de la nature. Tu serres ton oreiller dans tes bras comme si de rien n'était, sauf qu'un sifflement désagréable te réveille en sursaut. Ah, encore. Tu fais de ton mieux pour l'ignorer mais tu n'y arrives pas. Tes yeux te piquent de sommeil. Tu balances tes couvertures et tu essaies de localiser ce son. Le sifflement se fait entendre de temps en temps et tu t'efforces de le trouver. Mais au bout d'un moment, il s'arrête. Tu essaies d'écouter attentivement, et cette fois, rien. Mais tu ne veux pas prendre ce risque et aller te recoucher tout de suite. Tu attends jusqu'à ce que tu l'entendes à nouveau. Tout à coup, sorti de nulle part, tu l'entends et tu te précipites vers la source. On a ouvert une petite fenêtre près des escaliers. Tu es furieux contre toi-même et tu la refermes en claquant. Cette fois, tu inspectes toute la maison pour voir si quelque chose a été laissé ouvert ou pourrait faire du bruit. En remontant à l'étage, tu marches sur de nombreuses lattes de plancher en bois mal fixées qui grincent à chaque fois que tu passes dessus. Cela te fait bouillonner intérieurement. Tu arrives à te coucher, mais cette fois, tu n'as plus du tout sommeil. Tes yeux sont grands ouverts et tu es parfaitement réveillé. Tu entends les grenouilles dehors qui coassent sous l'eau. Le bruit d'une voiture qui passe sur l'autoroute à quelques kilomètres de là. Tu continues à regarder autour de toi pour essayer de déterminer d'où pourrait provenir son potentiel. Pour te remettre dans l'ambiance dodo, tu éteins les lumières. Au fur et à mesure que les minutes passent, tu finis par te dire que tu vas peut-être réussir à enfin t'endormir. Tu fermes les yeux et tu essaies de te laisser glisser dans le sommeil. Mais venu de nulle part, tu entends soudain un bourdonnement. Tu ouvres un œil pour essayer d'identifier d'où cela vient. Et puis le bourdonnement recommence. Tu rallumes la lumière et tu te grattes la tête. Soudain, tu commences à te gratter frénétiquement le bras.
Un moustique t'a piqué. Mais si toutes les fenêtres et les portes sont fermées, comment est-il arrivé jusqu'ici ? Eh bien d'abord, tu es entouré par la nature. Il est donc normal de trouver des moustiques, même quand il fait très froid. Surtout quand tu es allé voir ce que les ratons laveurs avaient fait à ta poubelle, tu as laissé la porte grande ouverte. Et ça, c'était une énorme erreur. Toutes ces bestioles profitent de cette ouverture pour se mettre à l'abri du monde extérieur et s'immiscer dans le monde des humains. Ce moustique est probablement resté dans les parages un certain temps avant de monter les escaliers et d'entrer dans ta chambre. En allumant la lumière, tu repères la petite créature. Et après l'avoir poursuivie, tu finis par l'attraper avec un verre et la relâcher dehors. Tu es plus gentil que moi, hein, je te jure. Bravo. Enfin bref. Tu inspectes ta chambre une dernière fois pour voir si tu n'as rien oublié. Tout est ok. Tu fermes la porte de la pièce et tu te recouches. Tu te répètes d'acheter des bouchons d'oreille dès que possible. Et sans perdre plus de temps, tu fermes les yeux en essayant désespérément de t'endormir. Tu entends des bruits de pas dehors, mais tu les ignores. C'est probablement encore ces ratons laveurs. Mais cette fois, il y a le même bruit à l'intérieur aussi. On dirait qu'on gratte un tableau noir. Tu te lèves du lit, surpris par ce que tu viens d'entendre. Tu tentes d'identifier la source du grattage jusqu'à ce qu'il te mène à une zone cachée derrière le placard. Tu fouilles dans les affaires et tu trouves ce qui ressemble à un trou de souris. Tu paniques immédiatement en sachant qu'il y a des tonnes de souris juste derrière les murs de la maison. Tu es là depuis moins de 24 heures, mais elles ont probablement vécu là et se sont multipliées pendant des années. Tu te rappelles encore une fois d'appeler le service de lutte antiparasitaire dès demain matin. Une fois de plus, tu te couches et tu te bouches les oreilles avec un oreiller. Le temps passe et tu entends un léger bruit venant de l'extérieur. Ce n'est pas le son d'animaux, mais celui de gens. Ils parlent et rient à gorge déployée. Tu te diriges vers la fenêtre et tu vois un groupe de personnes qui sont rassemblées juste après la forêt et qui organisent une petite fête. Certains d'entre eux sont même en train de se balader le long de la route principale et de manger des beignets. Tu n'as pas l'énergie de les mettre dehors, alors tu fais les 100 pas dans ta chambre en espérant qu'ils vont bientôt partir. Tu te laves le visage à l'eau pour te rafraîchir, et après quelques heures, ils partent enfin. Tu es de retour au lit avec un oreiller sur la tête. Tu n'en peux plus. Tu as besoin de dormir, mais décidément, rien ne se passe comme tu le souhaites. Tes yeux sont lourds et tu transpires. Tu te tournes et te retournes dans ton lit et certains oreillers tombent sur le sol. Ton cœur s'emballe. Ton esprit te joue des tours. Les ombres dans ta chambre commencent à ressembler à des monstres qui attendent de te sauter dessus. Tes oreilles sont de petits satellites qui tentent de capter la moindre perturbation. Une branche d'arbre craque dans le vent à l'extérieur. Tu imagines quelqu'un qui grimpe à l'arbre, prêt à s'introduire dans ta maison à tout moment. L'eau s'écoule du robinet de façon irrégulière, ce qui te fait penser qu'une créature horrifiante se cache dans les tuyaux de ta maison. Tu ne peux t'empêcher de rester éveillé pour le moment, alors que toutes ces scènes effrayantes se déroulent dans ta tête. Et si quelqu'un faisait irruption dans ta chambre et te réclamait tout ton argent ? Et si quelqu'un entrait par effraction et commençait à manger toute la nourriture de ton frigo ? Tu allumes les lumières et tu descends pour vérifier que toutes les portes et fenêtres sont bien fermées. Ensuite, tu remontes à l'étage avec l'esprit tranquille. Au moins, tu peux essayer de te détendre, tout va bien. Tu refais ton lit et tu essaies une fois encore de fermer les yeux et de t'endormir. Tu commences à compter les moutons. Mais cela ne fait rien d'autre que de te distraire. Tu vois toutes ces notes mentales sauter par-dessus la barrière, te voilà de retour à la case départ. Tu regardes dehors et tu vois les premiers signes de l'aube. Tu peux distinguer les détails de la forêt et puis, au bout d'un moment, les rayons du soleil traversent le rideau et commencent à frapper tes yeux. Super! Tu te lèves et tu descends pour essayer de préparer un petit déjeuner, sachant que la journée va être longue. Imagine une ville fantôme, des bâtiments abandonnés, couverts de graffitis, des carcasses de voitures rouillées, des routes au goudron fissuré. Et maintenant, ajoute à ça une épaisse couche de fumée noire qui sort du sol. Et le sol lui-même est chaud au toucher. Bienvenue à Centralia, en Pennsylvanie. C'était un endroit animé dans les années 1800 et jusque dans les années 1960. Ces riches mines de charbon ont attiré beaucoup de gens pour y travailler et y vivre. Mais en 1962, l'une de ces mines a accidentellement pris feu et un incendie a commencé à se propager sous terre. Le charbon est un combustible à combustion lente. Donc, les citoyens ont continué à vivre paisiblement pendant presque 2 autres décennies, jusqu'à ce que l'incendie commence à ronger la ville par le dessous. L'un des pires accidents a eu lieu lorsqu'un trou béant est apparu de nulle part dans le jardin d'une maison à Centralia. Heureusement, personne n'a été blessé, mais après cela, les gens ont commencé à partir. Au cours des 30 années suivantes, presque tout le monde a déménagé.
En 2020, 5 personnes y vivaient encore. Mais à part cette poignée d'irréductibles, Centralia est bel et bien une ville fantôme. Les bâtiments abandonnés qui s'écroulent et les routes fissurées n'en sont qu'une petite partie. L'élément le plus inquiétant de cet endroit est la fumée qui s'échappe du sol par les fissures. L'incendie souterrain fait toujours rage, réchauffant la surface et détruisant lentement les restes de la ville. D'ailleurs, c'est ce qui a inspiré la célèbre ville fictive de Silent Hill. On estime que le brasier durera encore 250 ans, et d'ici là, il n'y aura plus que des terrains vagues brûlés dans la région. Si tu as peur des insectes, alors l'endroit suivant est probablement ton pire cauchemar. Les grottes de Gomantong en Malaisie pourraient être l'un des endroits les plus pittoresques du monde, s'il n'y avait pas leurs habitants. Tout d'abord, il y a les chauves-souris. Plus de 2 millions de ces animaux vivent dans les vastes étendues des grottes. Elles sont facilement effrayées, mais ce n'est pas forcément une bonne idée de leur faire peur. Imagine des millions d'horreurs ailées volant vers toi en panique. Deuxièmement, il y a des cafards. Et si le nombre de chauves-souris est plus ou moins déterminé, les cafards qui grouillent sur les sols et les murs des grottes sont impossibles à compter. Ils sont si nombreux que tu ne pourras pas faire un seul pas sans qu'une douzaine de ces bestioles ne rampent le long de tes jambes. Enfin, si tu réussis à ne pas crier à cause des cafards et à ne pas réveiller les hordes de chauves-souris, tu seras peut-être récompensé par d'autres merveilleux habitants des grottes. Il s'agit notamment de serpents, de scorpions et de mille-pattes géants venimeux. Charmant. Malgré tout, les grottes sont ouvertes au public et beaucoup de gens visitent cet endroit. Au milieu de nulle part, dans les terres désolées du désert du Karakoum en Asie centrale, il y a un grand trou dans le sol qui brûle pour toujours. On l'appelle le cratère de gaz de Darvaza, et c'est une véritable fosse, large et profonde, qui brûle depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Les habitants l'appellent la porte des enfers, et la vue est effectivement effrayante. Il n'y a aucun moyen d'éteindre les flammes, et les scientifiques pensent que le cratère continuera à brûler pendant des siècles. La fosse est apparue en 1971 lorsqu'un groupe d'ingénieurs a fait des repérages dans la région et pensait être tombé sur un gisement de pétrole. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une poche de gaz naturelle, et lorsque la plateforme de forage a commencé à travailler sur le site, le sol s'est effondré. Les ingénieurs ont eu peur que le gaz toxique ne mette en danger les villes voisines. Alors, ils ont pensé qu'il valait mieux y mettre le feu et le laisser se consumer en quelques semaines. Mais, comme on peut le constater, le brasier est toujours aussi puissant. Le cratère est depuis devenu une attraction touristique populaire. Toutefois, il représente toujours un certain danger. Alors, des efforts sont faits pour éteindre définitivement les portes du monde souterrain. Imagine que tu vois un serpent incroyablement venimeux juste à côté de ton pied. Déjà assez terrifiant, n'est-ce pas? Maintenant, multiplie cette expérience par 2000. Et peu importe où tu essayes de courir, il y a des serpents tout autour de toi. Bienvenue sur l'île aux serpents, dont le nom ne pourrait pas mieux la décrire. L'île est située non loin de la côte du Brésil et abrite des milliers de vipères, Jararaca iloa, ou trigonocéphales insulaires. Il y a environ 11 000 ans, le niveau de la mer a augmenté et a séparé l'île du continent, et beaucoup de ces vipères se sont retrouvées piégées sur l'île. Leurs cousines du continent sont également venimeuses, mais pas autant. La variété insulaire a dû évoluer pour survivre, et elle l'a fait de façon particulière. Comme il n'y a pas beaucoup d'animaux terrestres à chasser pour les vipères, elles se sont adaptées en chassant plutôt les oiseaux. Et pour que leur venin soit efficace, il fallait qu'il soit instantané. Ces vipères dorées ont donc développé un venin qui est 5 fois plus puissant que la variété ordinaire. Cela leur a permis de prospérer et il y a maintenant 1 à 5 vipères par mètre carré sur l'île. L'île est considérée comme si dangereuse que le Brésil en a interdit tous les visiteurs, au cas où quelqu'un serait assez fou pour s'y rendre. Perdu dans les bois la nuit, tu tombes soudain sur une silhouette humaine. Soulagé, tu touches son épaule pour demander ton chemin. Mais elle est dure comme de la pierre et couverte de mousse. Puis, tu regardes le visage de la personne et ta bouche s'entr'ouvre d'horreur. Cette chose est tout sauf humaine. Un conseil judicieux serait de ne pas te promener dans le sud-est de la Finlande la nuit si tu ne veux pas vivre une expérience cauchemardesque. C'est là qu'un sculpteur finlandais renommé a créé un sinistre jardin de sculptures derrière sa propre maison. La collection principale consiste en 200 figures humaines dans diverses poses de yoga. Mais en te promenant, tu peux tomber sur des œuvres d'apparence plus sinistres. Par exemple, une figure cagoulée avec les bras tendus en avant et des trous noirs profonds à la place des yeux. Pour ajouter à cet aspect effrayant, de vraies dents humaines se trouvent dans la bouche de certaines statues. Le sculpteur est un ermite qui ne voulait pas quitter sa maison. Et quand on lui a demandé de prêter certaines de ses sculptures à des musées,
Il a répondu qu'il devait leur demander la permission d'abord. Il semble qu'elles aient refusé. Ces statues sinistres sont déjà assez effrayantes. Mais que dire de leurs copines, les poupées? Si tu te trouves un jour au Japon et que tu veux avoir la chair de poule, ne manque pas de visiter Nagoro. C'est un tout petit village situé dans le sud du pays. En passant devant ses maisons et ses cours, tu verras des villageois assis sur leur porche ou s'occupant de leur jardin. Rien de spécial. Jusqu'à ce que tu réalises qu'ils ne bougent pas et qu'ils ne le feront jamais. Parce que ce sont des poupées grandeur nature. L'une des résidentes locales est retournée dans sa ville natale en 2002 et a entrepris de fabriquer des épouvantails empaillés dans les jardins et les champs. Mais cela a évolué d'une activité pratique à une sorte de travail de mémoire. Chaque fois qu'un de ses voisins quittait le village ou mourait, elle fabriquait une poupée grandeur nature à son effigie. Elle les faisait comme elle se souvenait d'eux, donc toutes ces poupées font ce que des personnes normales feraient. Elles sont assises, debout, couchées sur le sol, et il y a même des classes entières de poupées dans l'école locale. Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est que la population humaine de Nagoro compte moins de 30 personnes, et que les épouvantails sont plus nombreux que les habitants vivants, à raison de 10 contre 1. Il y a plus de 350 poupées dans le village aujourd'hui. Du souvenir de leur créatrice, il y avait environ 300 personnes vivant à Nagoro quand elle était enfant. Et maintenant, depuis 20 ans, elle leur rend hommage à tous. Environ 3000 visiteurs viennent à Nagoro chaque année, et beaucoup d'entre eux reviennent également les années suivantes. Le village est assez difficile à atteindre, car il est situé sur l'une des îles les moins fréquentées du Japon, et la gare la plus proche est à 1 heure de route. Mais cela n'arrête pas les touristes qui veulent voir de leurs propres yeux ces épouvantails merveilleusement effrayants. Le kraken est un calamar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros morceau de calamar que tu aies jamais vu. Et si ce monstre avait vraiment existé, le monde aurait changé au point d'être méconnaissable. Eh oui, le kraken a de puissants tentacules, des muscles solides avec des ventouses au bout, alors il serait impossible de s'échapper de son emprise. Il peut briser un navire en deux ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire de tout, c'est sa taille. D'après de vieilles histoires de marins, le kraken atteignait une longueur de 1500 mètres. Cela fait presque 10 terrains de football. Peut-être que le kraken pourrait jouer au foot. Les légendes du kraken disent que le monstre était tellement énorme que les marins le prenaient pour une petite île. À aucun moment au cours des siècles passés, il aurait été possible de vaincre une telle bête. Si le kraken avait existé en réalité, il aurait pu avoir des petits. Bah oui, dans tous les océans du monde, il y aurait donc d'autres monstres géants capables de couler n'importe quel navire. Il est peu probable que le kraken aurait eu des concurrents dans son habitat, donc sa population aurait augmenté fortement. Vu sa taille, il aurait eu besoin de beaucoup de nourriture, donc la population des autres grands animaux marins aurait considérablement diminué. Les baleines bleues, les grands requins blancs, les autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines auraient été en danger. À cause de cette diminution des grands poissons dans l'océan, de nombreuses personnes seraient peu à peu mortes de faim. Les économies urbaines qui dépendent de la pêche seraient elles aussi en déclin. Les prix des petits poissons dans le monde entier augmenteraient parce que ce serait devenu dangereux de les pêcher. Pour vaincre le kraken, il faudrait des armes puissantes, mais le monstre serait tout de même vraiment difficile à attraper. Le kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend le calamar et la pieuvre, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Voilà pourquoi le kraken est un chasseur habile qui ne se battrait jamais à découvert. Alors, que peux-tu faire ? Tu ne peux pas le suivre car il vit dans les profondeurs, pas à la surface de l'eau. Tu peux cependant deviner que le monstre se trouve quelque part à proximité si beaucoup de poissons remontent à la surface. En effet, lorsque le kraken nage, il effraie tous les poissons des alentours. Mais il est peut-être déjà trop tard. Un énorme tentacule de la taille d'une grande tour émerge de l'eau. Cette sorte de tour massive tombe sur le pont du navire et le fait voler en éclats. Les marins crient et courent dans tous les sens. Le kraken donne un second coup et le navire a déjà presque chaviré. Ensuite, il enroule ses tentacules géants autour du navire et le tire vers le fond. Oh là là ! Mais et si les marins parvenaient à dégager le navire des tentacules du monstre ? Oui, l'équipage du navire riposte à l'aide d'armes puissantes. Le kraken disparaît sous l'eau. Il est blessé et en colère. On pourrait se dire que la bataille est terminée, mais non. Le pire reste à venir. Un tourbillon se forme à côté du navire. Grâce à son énorme poids, lorsque le monstre plonge, il crée un tourbillon derrière lui. Cela fonctionne comme le drain dans une baignoire géante.
et ce tourbillon aspire le navire vers le bas. La bataille avec le Kraken est encore perdue. Ce n'est vraiment pas de chance. Tu pourrais peut-être vaincre le monstre si tu réussissais à anticiper son attaque. Mais le Kraken peut te voir, toi et ton navire, avant que tu puisses te douter de quoi que ce soit. Les calamars colossaux vivent dans les eaux profondes et ils ont les plus grands yeux du règne animal. L'œil du calamar a en effet la taille d'une assiette. Grâce à cela, ils peuvent voir leur proie de très loin. De plus, un Kraken repérerait le navire bien plus tôt qu'un sonar pourrait le faire. Il aurait toujours l'œil sur toi. Eh bien, que de mauvaises nouvelles. Dans le monde entier, le transport de marchandises par bateau serait en déclin. Les compagnies aériennes assureraient la seule liaison sûre entre les continents et cela augmenterait la pollution de l'air. L'ennemi le plus efficace du Kraken serait le sous-marin. Ces derniers peuvent voyager à de grandes profondeurs et sont équipés de puissants écolocalisateurs. Cela leur permettrait de détecter le Kraken à l'avance. Les sous-marins sont également bien armés et leur corps rond et métallique n'est pas si facile à détruire. Ok, un seul Kraken pourrait être vaincu par un sous-marin, mais qu'en serait-il si plusieurs monstres marins étaient au même endroit? 3 Kraken pourraient enrouler leurs puissants tentacules autour du sous-marin et l'entraîner vers les profondeurs où la pression détruirait leur ennemi. En d'autres termes, ils te feraient craquer. L'existence du Kraken aurait considérablement changé le développement de nombreux pays. Et si Christophe Colomb, lors de son célèbre voyage, avait vu une île qu'il aurait prise pour le Nouveau Monde? Il s'en approche, mais soudain, des tentacules sortent de l'île et coulent le navire de Christophe Colomb. La colonisation de l'Amérique du Nord aurait été retardée, peut-être jusqu'à ce que les avions soient inventés. Et le premier vol avec équipage n'aura lieu qu'au XXe siècle. Il n'y aurait pas d'Hollywood, de hamburgers ou de musique américaine célèbre. De même que YouTube, ce qui signifie que tu ne regarderais pas cette vidéo en ce moment même. Le pire, c'est qu'Internet n'existerait pas non plus, et tout cela à cause d'un stupide calamar monstrueux. Les Vikings n'auraient pas navigué sur leurs dracars pour faire des raids et coloniser des territoires étrangers. L'histoire de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et des autres pays nordiques aurait complètement changé. Peut-être que le Titanic n'aurait pas heurté un iceberg, mais plutôt un monstre marin géant à sa place. Cela dit, il est peu probable que les gens auraient effectué des voyages sur d'énormes paquebots dans un monde peuplé d'un dangereux Kraken. Mais laisse-moi penser, et si le Kraken n'était pas si agressif qu'on le pense? Il aurait cependant toujours besoin de beaucoup de nourriture, et à cause de la population croissante de ces monstres, il y en aurait justement de moins en moins dans l'océan. Par conséquent, il lui faudrait remonter de plus en plus à la surface pour aller chasser. Avec le temps, le Kraken migrerait donc plus près des rivages. Dans de nombreux pays, les gens n'auraient pas le droit de se baigner dans l'océan. Imagine que tu flottes tranquillement dans l'eau et qu'un monstre de la taille d'un gratte-ciel nage juste en dessous de toi. Aller se détendre à la mer et sur une plage ne serait plus franchement à l'ordre du jour. De nombreux pays qui vivent du tourisme deviendraient pauvres. Plus les Kraken auraient faim, plus ils essaieraient de capturer des proies terrestres. Un énorme calamar pourrait même attaquer les petites villes portuaires. Les maisons, les quais, les rues, tout pourrait être écrasé. Une énorme quantité de plastique serait déversée dans les océans près des côtes des grands pays. Ces milliards de tonnes de plastique dérangeraient le Kraken. Un monstre en colère et affamé pourrait attaquer des ponts comme le Golden Gate. Imagine qu'un énorme calamar entoure le pont et bloque toute la circulation. Certains de ces calamars pourraient briser les solides câbles grâce à leur force et toute la structure s'effondrerait dans l'eau. On peut tous en conclure que c'est une bonne chose que le Kraken n'existe pas vraiment dans nos mers et nos océans. Du moins, pour autant que nous le sachions. Mais le monstre pourrait-il avoir réellement existé? Les légendes remontent à très longtemps, mais les preuves scientifiques ne sont apparues qu'au milieu du 19e siècle. En 1857, un bec de calamar de 8 cm de diamètre a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été découverts aux Bahamas, et les scientifiques ont alors eu la preuve de l'existence des calamars géants. Bien que des calamars colossaux aient été officiellement découverts depuis lors, cela fait plus de 100 ans, et nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calamars sont des créatures très difficiles à atteindre. Ils vivent dans les profondeurs de l'océan, là où les scientifiques ont du mal à arriver. Toute plongée à une aussi grande profondeur nécessite un équipement puissant et encombrant. Les bathyscaphes et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et de lumière. Ce que les calamars remarquent de loin, ils s'enfuient avant que nous puissions les voir. La légende du Kraken est probablement apparue à cause d'un véritable calamar colossal. Autrefois, les gens ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils en ont vu un pour la première fois, ils l'ont décrit comme un monstre énorme et terrible. Il est difficile de dire si ces énormes bêtes avaient vraiment la taille d'une petite île, car la vérité est que nous n'avons étudié qu'environ 5% de l'océan.
Il est donc possible que dans les profondeurs, des monstres bien plus terrifiants que le Kraken existent bel et bien. Comme mon neveu Peter. Tu navigues sur le fleuve Amazon à bord d'une pirogue sous un soleil brûlant. Alors que tu regardes ta carte, ton bateau commence à tanguer d'avant en arrière. Le courant commence à devenir plus intense, alors tu t'accroches pour sauver ta vie. Tu ranges ta carte dans ta poche et essaies de reprendre le contrôle de ton bateau. Tu heurtes quelques rochers et tu te baisses pour éviter les branches d'arbres. Ton embarcation heurte un gros rocher sorti de nulle part et tu es propulsé par-dessus bord. Tu nages dans l'eau verte et trouble. Alors que tu fais de ton mieux pour atteindre le rivage, ta pirogue est emportée par le courant. Sous l'eau se trouve un tout nouveau monde d'animaux bizarres et dangereux. Les poissons kangourous sont des créatures ressemblant à des serpents qui peuvent atteindre jusqu'à 40 cm de long. Les arapaimas peuvent mesurer plus d'un homme adulte et sont plus grands que la plupart des joueurs de basket. Ce sont les plus gros poissons d'eau douce d'Amérique du Sud. Ils ont un système de branchies hybride qui les oblige à remonter à la surface toutes les 5 à 15 minutes afin d'inhaler de l'oxygène pour leur grande vessie natatoire. Tu nages hors des eaux déchaînées et tu te sèches. Oh non, ta carte est complètement trempée. Il n'y a aucun moyen d'arriver à ta destination sans elle. Tu t'aventures dans l'épaisse forêt tropicale en repoussant les branches et les feuilles. En t'enfonçant davantage, tu remarques quelque chose sur un arbre. Il bouge à peine, mais il a des griffes acérées et un pelage clairsemé. Il tend le bras vers une autre branche et essaie de se hisser, mais très lentement. Les paresseux dorment plus de la moitié de leur journée et ne descendent des arbres qu'une fois par semaine. Ils sont tellement immobiles que des algues et de la mousse poussent parfois sur leur fourrure. La forêt tropicale se densifie à chaque pas, jusqu'à ce que la lumière du soleil n'éclaire presque plus le chemin devant toi. Tu remarques qu'une silhouette te suit. À chaque branche sur laquelle tu marches, tu peux entendre un faible son juste à côté de toi qui se faufile. Tu commences à marcher un peu plus vite, mais le son te rattrape. Tu arrives à sortir de la partie dense et tu marches sur un chemin étroit jusqu'à ce que tu atteignes une falaise. Tu ne peux pas progresser normalement ici, alors tu te colles contre la paroi et tu marches de côté pour longer la falaise. Tu avances lentement avec la rivière à 10 mètres en dessous de toi. Tu bouges ton pied et quelques pierres tombent dans la rivière. Tu continues à avancer et fais un faux pas. Tu es sur le point de tomber, mais tu t'accroches à une grosse branche d'arbre et tu te hisses. Tu remarques un couple de grenouilles cocoy de Colombie à quelques centimètres de tes doigts. Toucher l'une de ces grenouilles peut être extrêmement dangereux et nocif, malgré leur magnifique motif coloré. La cocoille de Colombie est l'un des animaux les plus venimeux au monde. L'une d'elles bondit juste à côté de toi, alors tu lâches la branche et tombes dans la rivière. Les flots te ballottent jusqu'à ce que tu atteignes un courant calme. Sous toi se trouve une nuée de piranhas qui barbotent avec leurs dents acérées. La couleur rouge de leur peau ne laisse aucun doute, alors tu t'enfuis à la nage comme un athlète olympique. Les piranhas mangent tout ce qui leur passe sous les nageoires, quelle que soit sa taille. Tu t'accroches à une bûche et grimpes sur un petit rocher pour reprendre ton souffle. Il y a une énorme anguille électrique sous le rocher. Malgré leur nom, elles sont plus apparentées aux poissons-chat qu'aux anguilles. Elles utilisent leur puissant 600 volts d'électricité pour se défendre et attraper de la nourriture. Tu es coincé, sauf si tu es comme le basilic commun et que tu peux glisser sur l'eau comme un jet ski. Ces incroyables lézards ont des palmures spéciales sur leurs orteils et peuvent courir au-dessus de l'eau sur la distance d'un terrain de basket. Tu sautes sur un tas de rochers jusqu'à ce que tu atteignes le rivage. Tu continues à marcher le long de la rive jusqu'à ce que tu croises un rocher en mouvement. Tu te frottes les yeux et tu le vois à nouveau bouger. C'est une tortue à l'allure de dinosaure qui ressemble à un crocodile avec une armure. Le matamata est une tortue d'eau douce qui se camoufle dans son environnement pour attraper ses proies. Sa tête s'étire plus longuement que son corps. Tu te faufiles pour la dépasser et poursuis ton chemin. Tu retournes dans la forêt tropicale et trouves un endroit pour te reposer. Attends, il y a des fourmis géantes partout. Ce sont les plus grosses fourmis du monde et elles peuvent produire l'une des piqûres les plus douloureuses qui soient, comparable à celle d'une guêpe. Tu te lèves immédiatement et trouves un autre endroit pour te reposer. En continuant à marcher, tu remarques la même sensation de quelque chose qui te suit. Tu peux entendre le bruissement de quelques feuilles, mais il commence à faire sombre et il n'y a aucun moyen de savoir de quoi il s'agit. Tu trouves un joli petit coin pour faire un feu de camp et te reposer. Mais en Amazonie, tout est une menace. Sauf ces mignons capybaras qui se promènent. Ils vivent en groupe près des sources d'eau. Ce sont aussi les plus gros rongeurs du monde. Tu n'as pas à t'inquiéter de leur présence si tu es coincé au milieu de la forêt tropicale amazonienne. Soudain,
tu sens que quelque chose se glisse à côté de toi. Tu regardes au sol et tu vois un énorme anaconda vert sur le point de t'étrangler. Ce sont les serpents les plus lourds du monde. Ils peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long et ont un énorme appétit. Tu te lèves et tu t'enfuis en courant. Hourra, tu as trouvé une grotte où t'abriter. Il fait à nouveau jour et tu es toujours en vie. Tu continues à marcher dans la jungle. Tu as pu trouver un petit déjeuner et récupérer de l'énergie pour le reste de la journée. Tu repères quelque chose sur un arbre qui ressemble à une branche. Mais il s'agit en fait d'un potou, un maître du camouflage qui peut passer des jours immobiles sur des branches d'arbres cassées. Ces oiseaux bizarres utilisent ces branches comme leur habitat permanent où ils pondent leurs œufs et se reposent toute la journée. Tu continues ton chemin dans la forêt tropicale et tu vois une araignée Phonotria qui rampe sur une branche d'arbre juste devant toi. On en trouve 8 espèces dans la région de l'Amazonie. Elles font partie des araignées les plus agressives et les plus venimeuses qui existent. Tu fais donc un grand détour et t'en éloignes. Tu sens à nouveau quelque chose marcher à côté de toi, mais tu n'arrives toujours pas à déterminer ce que c'est. Devant toi, tu vois une falaise abrupte avec une chute d'eau qui tombe dans un grand lac. Il semble paisible jusqu'à ce que tu vois un groupe de caïmans noirs se rassembler autour de la rive. Ce sont les plus grands prédateurs de tout l'écosystème amazonien et ils se nourrissent de tout ce qui bouge. C'est une bonne chose que tu sois sur les hauteurs, sinon, oups. Tu glisses et tombes dans la rivière, en plein dans le bassin. Pour l'instant, aucun caïman ne t'a repéré. Tu nages sous l'eau et essaies d'atteindre l'extrémité opposée à celle où se trouvent les reptiles. En sortant et en te séchant, tu remarques de grandes taches noires sur toi. Tu essaies de les retirer, mais elles sont bien accrochées. La sangsue géante d'Amazonie trouve sa cible en suivant les mouvements et l'ombre. Une fois qu'elles sont fixées à la peau, il est extrêmement difficile de les extraire. La meilleure façon de le faire est de glisser ton doigt à côté de leur bouche et de les retirer lentement. Tu parviens à les enlever de ton corps et tu vois que les caïmans nagent vers toi. Tu es coincé avec ces reptiles affamés qui s'approchent. Soudain, un dauphin rose saute hors de l'eau et les éclabousse tous. Ils peuvent être plus grands que les humains et sont les stars de l'Amazonie. Les scientifiques pensent que leur couleur provient des capillaires sanguins de leur peau. En Amazonie, il y a même des requins bulldogs qui nagent partout. Ces poissons géants carnivores sont un danger pour les humains et peuvent nager aussi bien en eau salée qu'en eau douce. Ces requins s'attaquent à tout ce qui se trouve à leur portée, y compris les autres requins. Le dauphin a distrait les caïmans, alors tu grimpes sur la falaise et essaies de trouver le meilleur moyen de t'échapper. Les mâchoires béantes qui attendent que tu retombes dans le lac sont juste en dessous de toi. Tu parviens à grimper jusqu'au sommet, mais lorsque tes bras te hissent sur la plateforme, la première chose que tu vois est un jaguar qui te regarde droit dans les yeux. C'est la créature qui t'a suivi pendant tout ce temps. Tu te relèves et il commence à te tourner autour en préparant son attaque. Tu sais que tu ne peux pas affronter un jaguar, ni le distancer. Tu attrapes donc une grosse branche au sol pour te défendre. Il saute sur toi, mais tu te baisses juste à temps pour l'éviter. Le jaguar termine dans l'eau, loin des caïmans. Heureusement que ces gros chatons sont d'excellents nageurs. Tu te relèves et continues. À ta grande surprise, tu retrouves ta pirogue. Tu la répares et tu sors de cet enfer vert. Ouf! Au cours des 30 dernières années, les scientifiques ont fait une incroyable découverte d'une nouvelle créature vivant profondément sous la surface de l'océan. Le nom de cette créature est l'éponge harpe. Si tu te demandes pourquoi il a fallu tant de temps pour découvrir cet animal, il faut savoir qu'il vit généralement à une profondeur d'environ 3400 mètres sous la surface de l'océan. Cette espèce d'éponge a été découverte pour la première fois au large de la Californie grâce à un robot suffisamment solide pour explorer ces profondeurs extrêmes que l'océan a à offrir. C'est sans aucun doute une zone de la planète où même les créatures à l'apparence la plus bénigne peuvent être potentiellement dangereuses. Et les scientifiques ont été surpris de constater que cette créature était bien plus qu'une simple éponge. Cela peut sembler évident, mais l'éponge harpe a été baptisée ainsi parce que sa structure de base, appelée aube, a la même forme qu'une harpe. Chaque aube est composée d'une branche horizontale soutenant plusieurs branches verticales parallèles. Mais ne te laisse pas tromper par l'apparence fantaisiste et amusante de l'éponge harpe, ou par son joli nom. C'est un redoutable chasseur des profondeurs. Elle a une capacité unique de capturer et d'envelopper de petits animaux à l'aide de ses rhizoïdes, des fibres courtes et fines.
Grâce à elle, l'éponge harpe s'accroche au fond vaseux et mou de l'océan et attrape les minuscules créatures qui se retrouvent prises dans ses branches par les courants des profondeurs. D'autres créatures spongieuses se nourrissent souvent en prélevant des bactéries et des morceaux de matière organique de l'eau de mer et en les filtrant à travers leur corps. Mais pas notre éponge harpe. Au lieu de cela, elle attrape son futur repas avec de minuscules crochets barbelés qui recouvrent chacune de ses branches. L'éponge harpe a une préférence pour les petits crustacés comme les crabes, les écrevisses et les crevettes. Une fois qu'elle en tient un dans ses griffes, elle enveloppe l'animal d'une fine membrane avant de commencer à le digérer lentement. Les chercheurs pensent que l'éponge harpe utilise cette méthode d'alimentation car il n'y a pas assez de nutriments en profondeur. Cela rend l'alimentation traditionnelle par filtrage des particules moins efficace. Les recherches ont montré que cette créature est encore en train d'évoluer. Les premières éponges harpes que les chercheurs ont trouvées n'avaient que 2 aubes. Mais plus tard, les scientifiques ont découvert d'autres spécimens qui avaient 6 aubes. L'éponge harpe pourrait avoir évolué vers cette structure élaborée, ressemblant à un bougeoir, pour augmenter sa surface. En général, les éponges harpes atteignent une taille de 30 cm, mais les chercheurs en ont trouvé une qui en faisait le double. L'éponge harpe est aussi belle que rare. Tu vois ces petites boules blanches au sommet des branches ? Maintenant, pourquoi ne pas se pencher sur d'autres créatures qui vivent sous la zone photique des océans de la Terre ? Il s'agit de la zone située sous la surface de l'océan qui reçoit encore un peu de lumière du soleil. Grâce à cela, de nombreux organismes et créatures y prolifèrent. Tout animal vivant au-delà de cette zone est considéré comme une créature abyssale. Le ver Annelide tomopteris est un ver segmenté que l'on trouve dans la zone crépusculaire de l'océan. Il s'agit de la zone qui se trouve entre 200 et 1000 mètres sous la surface. Ces créatures ne font souvent pas plus de 2,5 cm de long, mais les plus grandes d'entre elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. Lorsqu'ils nagent et se nourrissent, ces vers effectuent ce que les chercheurs décrivent comme une incroyable danse. En effet, ils peuvent nager à grande vitesse et opérer très facilement des virages à des angles serrés. Lorsqu'on entend le mot « ver », on pense généralement au ver de terre commun. Il est donc intéressant de savoir qu'il existe un ver des profondeurs qui ne sort jamais de l'eau de toute sa vie. La plupart d'entre nous essaient d'éviter le contact avec les méduses échouées sur le sable ou celles qui nagent près de la surface. Mais tu ne risques pas de rencontrer la méduse Crossota, qui est aussi une créature abyssale. Cette magnifique méduse est généralement de couleur rouge rubis, orange vif ou violet électrique. C'est ce qui a permis aux chercheurs de réaliser qu'ils avaient trouvé une nouvelle espèce de méduse. La créature atteint une taille maximale de 2,5 cm de diamètre. Elle a des tentacules qui s'étendent dans toutes les directions. Si tu t'en approches, elle rassemblera tous ses tentacules vers son corps avant de s'éloigner rapidement à la nage pour éviter le danger. La méduse Crossota est extrêmement rare. Tu ne la verras pas très souvent. Et tu devras peut-être utiliser le robot de plongée profonde dont on a déjà parlé. Maintenant, si les vers et les méduses peuvent sembler tout à fait inoffensifs, ce n'est pas le cas du poisson vipère du Pacifique. Cette créature est équipée d'une très grande bouche et ses dents en forme d'aiguille sont la clé de sa stratégie de chasse. Le poisson vipère du Pacifique vit à environ 1500 mètres sous la surface de l'océan. Mais il fait partie des nombreux animaux marins qui migrent chaque nuit des profondeurs vers des eaux moins profondes pour se nourrir. Et qu'y a-t-il au menu d'aujourd'hui ? Beaucoup de petits poissons et de crevettes. La créature peut mesurer jusqu'à 30 cm de long. Ses 2 crocs avant, qui se dressent sur sa mâchoire inférieure, juste devant ses yeux, sont particulièrement spectaculaires. Lorsque le poisson décroche sa mâchoire, sa bouche peut s'ouvrir assez largement pour engloutir de plus petits animaux. Et sa dentition forme une sorte de cage qui empêche toute fuite. Tu as déjà vu une créature sous-marine qui ressemble à une fraise ? Oui, ça existe. Regarde ces petits points sur le calmar fraise. Cette créature a un gros œil et un autre plus petit. On pourrait croire que c'est gênant et inconfortable, mais c'est en fait tout le contraire. Le grand œil gauche regarde vers le haut, il repère les ombres projetées par d'autres animaux dans les eaux peu éclairées au-dessus, et sa forme tubulaire l'aide à collecter autant de lumière que possible. De l'autre côté de la tête du calmar, tu peux voir son œil droit. Il est petit et regarde vers le bas. Cet œil recherche les flashs de bioluminescence produits par les animaux qui se cachent dans les eaux plus sombres en dessous. La bioluminescence désigne la production et l'émission de lumière par des organismes vivants.
Au fait, ce calmar a un surnom. Il est connu sous le nom de calmar qui louche. Cela est simplement dû à la différence de taille remarquable entre ses deux yeux. Comme la lumière n'atteint pas les profondeurs de la mer, le corps du calmar fraise semble noir. Cela l'aide à se cacher de ses prédateurs comme les requins et les dauphins. En général, le calmar fraise atteint une longueur de 13 cm. Il vit à environ 900 mètres sous la surface, mais nage vers des eaux moins profondes la nuit. L'étoile à plumes est une créature marine sans colonne vertébrale, mais avec des membres en forme de plumes qui rayonnent à partir du centre de son corps. Cette créature est apparue pour la première fois il y a environ 200 millions d'années. Apparentée aux étoiles de mer, elle ressemble à une fleur. Mais si tu t'en approches, elle s'éloigne rapidement à la nage. Mais toutes les étoiles à plumes ne savent pas nager. De nombreuses espèces ne peuvent que ramper sur le fond de la mer. Comme certaines des autres créatures des profondeurs que nous avons examinées, l'étoile à plumes peut s'adapter à son environnement. Elle a la capacité effrayante de se débarrasser de ses membres, de la même façon que certains lézards peuvent se débarrasser de leur queue. Cela l'aide aussi probablement à échapper à ses ennemis. Les étoiles à plumes vivent partout dans le monde, de l'équateur au pôle, du sommet des récifs des eaux peu profondes aux profondeurs abyssales de la mer. Dans la catégorie des créatures mystérieuses, le nom de celle-ci est tout à fait approprié. Le vampire des abysses pourrait être le symbole officiel de la faune des profondeurs. Il a un corps rouge foncé, d'énormes yeux bleus et une toile semblable à une cape qui s'étend entre ses 8 bras. Ses caractéristiques ainsi que son nom peuvent suggérer que la créature est une sorte de chasseur terrifiant. Mais en réalité, le vampire des abysses est une créature timide au corps mou, de la taille, de la forme et de la couleur d'un ballon de football américain. Il atteint une longueur d'environ 30 cm et vit à 900 mètres sous la surface. Il n'y a presque pas d'oxygène à cette profondeur, mais aussi relativement peu de prédateurs. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction.
Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance ? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site ? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles ? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant ? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés ? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement ? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande ? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre. Et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science ? Est-ce lié à un gaz inflammable ? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout ? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace ? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps.
La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan ? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres ? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. 14 avril 1912. Une nuit froide quelque part dans l'Atlantique Nord. À bord du navire insubmersible le plus moderne de tous, le Titanic, un dîner est organisé. Deux hommes bien habillés sont assis à l'une des tables. L'un d'eux est un célèbre journaliste britannique. Il raconte à son interlocuteur une histoire à la fois intéressante et terrible. Tout a commencé environ 1000 ans avant notre ère, dans l'Égypte antique. Il y avait une femme née dans la ville de Thèbes. Personne ne sait qui elle était, ni ce qu'elle faisait. Mais elle avait un statut social élevé. Vers la fin de sa vie, elle avait été proclamée prêtresse au collège d'Amon-Ré. Son corps avait été embaumé et placé dans un cercueil en bois recouvert d'un couvercle massif portant l'image d'une femme et des inscriptions mystérieuses. On l'avait enterrée à Thèbes avec d'autres personnes de classe supérieure. La momie de cette femme est restée ici pendant près de 3000 ans. Ce lieu de sépulture avait été soigneusement caché. Vers la première moitié du 19e siècle, des habitants de la région ont découvert par hasard l'ancienne tombe. Ils ont troublé le repos de la prêtresse. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Mais la momie a été sortie de son sarcophage et a disparu sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de 4 amis fortunés d'Angleterre est venu en Égypte pour voyager sur le Nil. Ils ont d'abord visité les fouilles du temple d'Amon-Ré, puis de la ville de Luxor. C'est là qu'ils ont trouvé le sarcophage vide. Il représentait une prêtresse aux yeux noirs, regardant dans le vide. Il y avait quelque chose de sinistre dans son regard. Ils ne savaient pas à qui appartenait ce sarcophage, mais ils étaient tellement impressionnés par la beauté et l'énergie de leur découverte qu'ils ont décidé de l'acheter aux locaux. L'acheteur a disparu la nuit même, où le sarcophage lui a été livré à l'hôtel. Certains ont dit avoir vu l'homme quitter l'hôtel et se diriger vers le désert. Personne ne savait pourquoi, et on ne l'a jamais revu. Un autre homme du groupe a pris le sarcophage. Pendant leur retour, l'un des amis a été gravement blessé. En arrivant à Londres, le nouveau propriétaire du sarcophage a découvert que la banque où était placé tout son argent avait fait faillite. En un seul jour, l'homme est passé de riche homme d'affaires à mendiant. Un autre membre du groupe a également fait les frais de l'influence sinistre de leur découverte. Il a perdu la santé, son emploi, puis finalement la vie dans un accident, peu après son retour à Londres. Avant de faire faillite, le propriétaire a donné le sarcophage à sa sœur, qui vivait à Londres. L'un des amis de cette femme est entré dans la pièce, a vu l'artefact égyptien et a immédiatement ressenti une énergie dangereuse qui en émanait. La sœur du propriétaire a donc donné le sarcophage à un célèbre photographe. Il a pris des photos et a été horrifié. Selon ses dires, il a vu une vraie prêtresse à visage humain sur les photos. Elle le regardait avec un regard glacial et sinistre.
personne à part lui n'a touché la pellicule de l'appareil photo. Peu de temps après, le photographe a mystérieusement disparu. À partir de ce moment-là, l'histoire devient floue. Selon une version, la sœur du propriétaire a confié l'artefact au British Museum. L'homme qui l'a transporté est décédé peu après et son assistant a eu un terrible accident. Selon une autre version, l'objet sorti de la tombe égyptienne a été acheté par un riche homme d'affaires. Après cela, 3 membres de sa famille ont également eu un accident et sa maison a brûlé. Convaincu que ce sarcophage était maudit, il l'a rendu au British Museum. L'interlocuteur du journaliste écoute son histoire avec tant d'intérêt qu'il en oublie son dîner qui a refroidi. « Comment avez-vous su tout cela ?» demande-t-il. Le journaliste répond qu'il étudie depuis plusieurs mois tout ce qui concerne cette momie et ses propriétaires. Il a trouvé des preuves de tous les accidents et a reconstitué le tableau complet. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Lui demande l'interlocuteur. Il semblait que le fameux sarcophage allait enfin trouver la paix au sein du musée. La prêtresse était entourée d'autres rois et reines de différentes époques. Cependant, il n'y a eu aucun répit. Des scientifiques et des experts en langues anciennes ont essayé de déchiffrer les symboles du sarcophage. Et ils ont découvert que la plupart des inscriptions étaient des sorts et des malédictions proférés à l'encontre de ceux qui osaient perturber le repos de la prêtresse. Chaque nuit, les gardiens du musée entendaient des coups provenant du sarcophage, accompagnés de pleurs et de cris. En plus, chaque nuit, quelqu'un dispersait divers objets dans le hall d'exposition. Tout le monde fut rapidement convaincu que l'esprit de la prêtresse continuait à émaner des forces magiques. Puis un collectionneur privé s'est intéressé au sarcophage et l'a acheté au musée. Pas pour sa collection, mais pour essayer d'en expulser l'esprit de la momie. On ne sait pas de quelle manière il s'y est pris, mais il a échoué. Ensuite, il a réussi à vendre le sarcophage à un riche archéologue américain qui a décidé d'emmener la momie à New York. Et quoi ? Que s'est-il passé ensuite ? Demande l'interlocuteur avec intérêt. C'est tout. Fin de l'histoire, répond le journaliste. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-il arrivé à la momie ? Où est-elle maintenant ? Le journaliste regarde alors son interlocuteur avec une certaine excitation. Elle est ici, sur le Titanic, dit-il. L'interlocuteur semble alors effrayé, mais le journaliste lui confirme que le sarcophage est bien là, et qu'il l'a vu de ses propres yeux. Après le dîner, ils se rendent dans leur cabine. Le journaliste se couche, mais ne peut s'empêcher de penser à la momie. Il essaie de se convaincre que tout ce qu'il a découvert sur la prêtresse n'est qu'un mythe. Cette malédiction n'existe pas. Au moment où il s'endort enfin, il ressent une légère secousse. Quelques minutes plus tard, un membre de l'équipage frappe à la porte de sa cabine. Il l'informe que tous les passagers doivent se rendre sur le pont supérieur car il est arrivé quelque chose au navire. Le journaliste sort sur le pont et voit une foule de personnes. Il n'y a pas encore de panique. Quelqu'un dit que quelque chose est arrivé au moteur. D'autres disent que c'est juste une précaution. Le journaliste comprend alors. Le bateau est en train de faire naufrage et c'est la prêtresse qui l'a provoqué. En moins d'une heure, le Titanic est complètement immergé. Une légende dit que la prêtresse aura influencé le capitaine du navire. Les membres de l'équipage n'auraient pas osé mettre une cargaison si précieuse dans la cale. Et ils auraient donc placé le sarcophage dans les appartements du capitaine. Cette nuit fatidique, le capitaine a décidé de voir le sarcophage de ses propres yeux. Puis son comportement est devenu étrange. On dit que le spectre a obscurci son esprit. Lorsque le navire est entré dans la zone remplie d'icebergs, il a refusé de ralentir, malgré les suppliques de l'équipage. Le sarcophage repose peut-être encore aujourd'hui au fond de l'Atlantique Nord. Et la prêtresse a enfin trouvé la paix. Ok, cette histoire n'est rien de plus qu'une légende. Il n'y a aucune trace ou preuve que le Titanic transportait une quelconque momie ni un sarcophage. Cette légende est apparue quelques années après la catastrophe. À l'époque, il existait de nombreuses théories sur ce qui était arrivé au Titanic. Il a été coulé par des agences secrètes. C'est une cause extraterrestre. Le Titanic a été coulé pour obtenir l'argent de l'assurance. Ces théories farfelues étaient très populaires auprès du public.
L'une d'elles a même été inventée par un journal bien connu. Les journalistes ont publié un article sur la momie maudite qui se trouvait à bord du Titanic. Les autres journaux ont repris la légende et elle est devenue très populaire. L'une des raisons pour lesquelles les gens croient en ce genre de choses est enfouie dans la psychologie humaine. Toute légende invraisemblable raconte quelque chose de secret. Des choses que les gens ne savent pas ou ne devraient pas savoir. Quand une personne lit cela, elle se sent spéciale, car elle connaît désormais un terrible secret. Ce sentiment de puissance est la raison de la popularité des théories du complot. Il est également important de noter que toutes ces théories sont vraiment intéressantes. Au fait, la momie de cette histoire existe réellement et elle se trouve au British Museum. Plus précisément, il ne reste que le couvercle en bois du sarcophage avec l'image d'une femme. On ne sait toujours pas à qui il a appartenu. L'identité du dernier propriétaire est également inconnue. On sait juste que cette pièce a été transférée au musée à la fin du 19e siècle. C'est là qu'elle a été surnommée la momie malchanceuse. Le personnel du musée confirme qu'elle n'attire aucun malheur. Les cris et les coups provenant du couvercle ne sont qu'un mythe. Tu peux d'ailleurs venir le voir de tes propres yeux. Si tu l'oses, bien sûr.